Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, on va voir les business qui marchent. Les business qui n'ont aucun risque. Les business sans risque. Les business dans lesquels quand tu investis à 100%, ça marche. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est le thème de ce dimanche. Quels sont les business qui marchent à 100%? Donc, vous qui avez un peu d'argent dans vos comptes bancaires, qui avez un peu d'argent à la maison là, et vous êtes en train de chercher les business qui marchent à 100%. Le genre de business où c'est sans faille. Dès que tu mets l'argent, bam! Le million tombe la semaine prochaine. C'est le thème de ce jour. On va essayer de... Je vais donner quelques idées de business qui marchent à 100% là. Et puis chacun pourra choisir parmi ces business, un business qui l'intéresse, où il peut investir son argent. Et il gagne même... Il gagne tout. Il gagne tout parce qu'il n'aura pas de mot de tête. Il n'aura pas besoin de lire quoi que ce soit. Il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Il fait seulement le business là, ça marche seulement. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour ceux qui cherchent les business qui marchent là, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Les business où quand tu mets 50 000, tu gagnes 900 000 en une semaine là. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc connectez-vous vraiment, vous qui avez peu d'argent là. Le peu d'argent que vous avez, ne dépensez plus rien. Ça veut dire, comme le direct vient de commencer là, ne dépensez rien. Donc si vous avez prévu de dépenser de l'argent dans les 1 ou 2 heures qui suivent là, ne dépensez pas. Parce que ce que je vais dire maintenant, ça va multiplier même par 60 l'argent que vous avez. Donc ne dépensez rien pendant ce direct. Si quelqu'un vous contacte, il vous dit, je veux que tu m'envoies l'argent pour faire tel. Tu dis non, le direct n'est pas encore terminé. Il faut d'abord que j'ai les idées de business là. J'ai investi d'abord dans les idées là, ça marche. Après, je pourrais t'envoyer l'argent qui découle des 900% que j'ai gagné. Donc ne dépensez rien durant tout ce direct. On en a pour maximum 1 heure, 1h30. Donc ne dépensez pas d'argent pendant ce direct. Donc si vous avez l'argent sur vous, si vous avez l'argent dans votre compte ou dans mobile money ou je ne sais pas quoi, vous gardez d'abord le peu qui reste. Si quelqu'un vous demande de vous faire un transfert d'argent, vous dites non, je suis d'abord en train de suivre un direct là. Tant que le direct là ne finit pas, aucune dépense. Sauf si c'est une urgence. Ça veut dire, sauf si il y a quelqu'un qui est en train de mourir, il faut peut-être acheter un médicament. Oui, là, tu prends un peu, juste un peu, le minimum vital. Tu donnes, mais le reste, tu attends d'abord que le direct se finisse. Tant que le direct ne finit pas, n'effectue aucune dépense. La seule dépense que tu peux effectuer pendant le direct, c'est recharger tes datas pour suivre le direct jusqu'à la fin. Donc, tous ceux qui ont mis 100 francs, 200, tous ceux dont l'argent ne va pas suffire pour bien suivre le direct, c'est la seule dépense permise pendant ce direct. Vous prenez un peu d'argent, vous mettez plus de data. Parce qu'il ne faut pas que pendant le direct, tes datas s'arrêtent, le direct se coupe. Non. La seule dépense permise. Mais si on vous appelle pour n'importe quoi, si quelqu'un a faim, vous lui dites que mon ami, tu patientes 2 heures, tu vas manger après. Je suis d'abord ce direct. Voilà. Donc, connectez-vous. Tous ceux qui veulent savoir les business qui marchent, les business qui fonctionnent à 900% là, les business sûrs, on va voir ça aujourd'hui. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Il faut que le maximum de personnes soient connectées. Donc, identifiez-les, partagez le direct. Connectez-vous, présentez-vous en commentaire, dites-nous à partir de quel pays vous nous suivez. Et tout à l'heure, je vais balancer les idées de business, 800 idées par seconde, pour que vous puissiez choisir parmi une idée qui peut marcher rapidement. On va voir ça aujourd'hui. Donc, je vous laisse un peu, quelques secondes encore pour vous connecter. Ce sera la seule fois que je vais faire ça durant... Je vais encore faire ça peut-être même dans 11 ans. Je vais faire un direct comme ça tous les 11 ans. Donc, celui qui ne va pas suivre ce que je vais dire pendant le direct, c'est... Après le direct, il va supprimer la vidéo. Donc, ça ne va plus jamais figurer en ligne. Donc, ce que je vais dire pendant le direct, c'est... Dès que le direct s'arrête, je supprime la vidéo. Et on ne va plus jamais parler de ça. On va reparler de ça dans 11 ans. Donc, connectez-vous. Pendant ce direct, vous allez avoir les business sûrs. Quelques idées de business sûrs. Les business qui ne donnent pas les mots de tête. Les business que quand tu mets l'argent, c'est sûr.
Ça marche. On va voir ça aujourd'hui. Donc, on commence dans 3 minutes. Il faut donner la chance à tout le monde. Il faut que tout le monde ait sa chance. Donc, Abdul, toi qui dis qu'on commence là, donnons la chance à tout le monde. Attendons que les gens se connectent. Et les gens sont en train de partager. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'appeler d'autres pour dire, mon frère, il y a les business là, il y a les idées des business en or. On va partager. Tu fais quoi? Arrête tout. Stop tout ce que tu es en train de faire là. Viens suivre le direct. Tu peux faire quoi? Tu fais quoi à la maison? Tu fais quoi à l'église? Il y a quoi à l'église? Depuis que tu es à l'église, depuis 30 ans là, on t'a donné quel business sûr qui a marché? Tu ne fais que prier pour aller au paradis. Attends, tu vas aller au paradis après la mort. Suis d'abord les business qui marchent. Dès que tu finis de suivre, tu peux, il y a la messe en ligne. Il y a les pages Facebook où il y a la messe en ligne. Tu peux suivre ça après. Même si tu es à l'église, tu sors d'abord. Tu viens suivre le direct. Parce qu'il n'y a pas les idées de business à l'église. Viens suivre. Après ce direct, je supprime la vidéo. Parce que c'est tous les 11 ans. Le pèlerin est bien installé sur son canapé pour suivre les idées de business sûres. Oui, oui, oui. Installez-vous vraiment. J'ai eu une bonne mine aujourd'hui. Donc, j'ai décidé que voilà. Je vais un peu partager. Je n'ai jamais dit ça dans une vidéo. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est la première fois que je dis ça dans une vidéo. La première fois. Donc, c'est unique. Dès que je dis ça, j'arrête le direct, je supprime la vidéo. Ça ne va plus jamais être publié encore un jour. Donc, si quelqu'un n'a pas suivi en direct, il n'y aura plus jamais ça. Il n'y a pas de rediffusion des opportunités. Les opportunités d'affaires uniques au monde. Il n'y a pas de rediffusion. Donc, si on t'appelle, on dit que voilà l'opportunité. Si tu ne décroches pas, il n'y a pas que tu vas encore décrocher dans 2 semaines. Non, c'est fini. Ça passe à jamais. Les business qui marchent. Sûrs. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent les business sûrs. Les business que quand on met l'argent, boum, ça explose seulement. On va voir ça aujourd'hui. Je vais citer quelques idées de business qui marchent. Parce que beaucoup de gens me disent, non, les formations, Claudel, toi aussi, on a fini l'école. Tu dis encore qu'on se forme comment, mon frère? Toi aussi. On finit 20 ans à l'école. Tu dis encore qu'on vient encore se former comment? Non. Donne-nous les idées sûres. Donne-nous les idées sûres. Ne nous perds pas le temps. Ne nous perds pas du temps. Donne-nous des idées qui marchent. On applique ça une fois. J'ai un peu d'argent là. Je mets ça dedans. Ça marche. Donc, tous ceux qui cherchent les business qui marchent là. Entre-temps, en attendant que les autres viennent, écrivez en commentaire votre nom, le pays à partir duquel vous nous suivez. Comme ça, ça me permet de vous faire un petit coucou avant de donner ces idées-là. On va voir ça aujourd'hui. Et le prochain rendez-vous, c'est dans 11 ans. Je vais faire une autre vidéo comme ça dans 11 ans. Michael, depuis le Congo Kinshasa. Comment tu vas, mon frère? La forme? Soalio, depuis la Côte d'Ivoire. Toujours connecté. Tous ceux qui ont mis les connexions de 100 francs là, vous pouvez vous déconnecter. Hein. On va partager les business sûrs. Vous me dites de commencer vite. Si vous n'avez pas de data, vous vous déconnectez, vous partez sur la page du pape. Là-bas, il y a beaucoup de contenu pour aller au paradis. Donc ne me dites pas d'aller vite. On ne peut pas donner une opportunité magique qui vient tous les 11 ans. Vous me dites d'aller vite. Non. C'est moi qui décide à quel moment il commence. Ce n'est pas toi. Donc si quelqu'un est pressé, il se déconnecte. Il va sur la page du pape. Il y a beaucoup de prières là-bas pour aller au paradis. Là, il lit ça, il part au paradis le jour où il veut. Il peut même partir ce soir s'il veut. Donc, ceux qui sont pressés là, déconnectez-vous. Allez sur la page de, je sais pas, d'un imam ou du pape, ou je sais pas de qui. Un événement qui se produit tous les 11 ans, vous devez être patient quand même. Ça a pris quand même 11 ans avant d'arriver. Prenez le temps de savourer. Vous attendez 11 ans pour qu'un événement arrive. Et quand ça arrive, vous êtes pressé comment? On n'est pas pressé. Vous croyez que quand vous allez aller au paradis, vous allez dire à Dieu que vraiment Dieu, vraiment, fais-nous savourer rapidement là. On a quand même duré pour arriver ici. Non, vous avez duré, vous devez prendre aussi le temps.
Dieu va d'abord faire même que vous fassiez même d'abord 40 ans au paradis à prier avant de vous dire comment fonctionne le paradis. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas à vous de dire à Dieu que je suis déjà arrivé. Hein. Je fais comment? Quel est le travail que je dois faire? Comment ça se passe ici? Non. Il va d'abord te mettre dans un coin là avec la Bible. Il dit, tu as d'abord 3 ans pour lire la Bible du début jusqu'à la fin. Tu lis seulement. Puisque ici, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif, tu n'as plus besoin de faire l'amour. Tu n'as plus besoin de pratiquer une activité. Donc, tu lis d'abord la Bible là pendant 3 ans. Dès que tu finis de lire, il dit que ok, c'est bon. Maintenant, voici une plantation. Tu vas aller cultiver là-bas pendant 20 ans. Puisque tu es là pour l'éternité. Ce n'est pas comme si tu vas encore au paradis. Donc, prends ton temps. Prends ton temps, mon ami. On est là pour l'éternité. On n'est pas là pour quelques semaines. Tu as fini de jumboum sur la terre. Maintenant, on est ici pour l'éternité. Alors, on va commencer. Un direct qui se produit une fois tous les 11 ans. Donc vraiment, moi-même je suis ému là. Parce que la dernière fois que j'ai fait un direct pareil, non, je n'ai jamais fait un direct pareil en réalité. C'est la première fois. La prochaine fois, ce sera dans 11 ans. Donc aujourd'hui, nous allons voir les business qui marchent. Quels sont les business qui marchent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais que chacun qui est en train de suivre ce direct et qui est déjà dans un business puisse le mentionner en commentaire. Si vous êtes connecté et vous avez déjà un business que vous pratiquez actuellement, écrivez-le en commentaire. Ça veut dire ici par exemple, vous vendez les chaussures, vous vendez les mèches, vous vendez les produits cosmétiques, vous vendez le piment, tout ce que vous vendez, écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire. Tous ceux qui ont déjà un business, tous ceux qui sont en train de développer un business, écrivez votre business en commentaire. Peut-être je vends les chaussures, je suis médecin, je consulte, je suis un comptable, je travaille dans une entreprise et j'ai un business de pain en ligne. Si vous avez un business, vous notez votre business en commentaire afin que ça permette de voir déjà la tendance des business que les gens ont. Alors, il y a Conso Invest Cameroun, toujours connecté. Alors, eux, ils offrent une couverture sociale et sanitaire. Il y a Loïc qui fait dans l'élevage des poulets, Chérif qui fait dans la parfumerie. On a Ben Fessal qui a un point de vente Orange Money, MTN, téléphone électronique. Il y a Christ qui vend les pièces de rechange. Olivier fait dans l'aviculture. Il y a Edimon qui a un business d'électricité. Nancy Ongolo qui fait dans la cosmétique, production et stratégie, édition de livres. Qui d'autre? Kimberly qui vend la nourriture, tourne d'eau, magnifique. Il y a Evrad qui fait dans la formation, pilotage et cartographie, padron, agronome et biostatisticien, d'accord. Lilian fait dans la vente en ligne. Vente de quoi, Lilian? Henriette fait dans la confection de vêtements. Diane gère une cave. Solange, vente de chaussures à Aqua. Moïse le pèlerin, auteur et écrivain, promoteur de Bilight Édition. Vincent Simon, bon, je suppose qu'il dit qu'il vend le ciment, je ne sais pas si j'ai bien lu. Alors, il y a Lionel Adouala, mon avis, aucun business. Bon, non, donne d'abord les business que tu fais. Ne débattons pas encore. Il y a le temps. C'est une fois tous les 11 ans. Savourons ensemble. Alors, il y a Liliane qui fait dans l'immobilier. Raymond qui fait dans les chaussures. Rodrigue qui fait dans la vente des vins et jus. Ensuite, il y a Touré qui fait dans le négoce des matières premières. Lacmago qui fait dans la production et la vente des parpaings vibrés et non vibrés. Vérimé qui fait dans la vente des jus alors naturels. Adrien est dans la programmation de téléphone à domicile. Alors Yacine, je n'ai pas encore, je cherche une activité. Ange fait dans la crypto-monnaie. Ensuite, on a Ladika, journaliste, je fais dans la restauration, la vente de livres. Marius fait dans le taxi. Karim, je suis dans l'élevage des poulets, mais aussi dans la vente de téléphones et véhicules d'occasion. Abigail fait dans la pâtisserie sur mesure. Michael est un agent contractuel d'administration. Ensuite, on a Gilles Chris qui est dans le marketing relationnel. On a Kassim qui est dans l'immobilier.
On a Django qui est promoteur d'école. Ensuite, on a Laurence Lafleur. Bon, elle n'a pas encore d'activité. Elle le disait déjà tout à l'heure. Il y a l'autre qui est dans le transfert. MTN, Orange Money. Abdul, promoteur de la marque MAC Cosmétique. Alors, il y a Ginette qui fait dans le montage des perruques. Saddam est dans le e-commerce. Pouera fait dans les parfums. Baron fait dans la vente de formation en ligne. Ensuite, on a Fabien qui fait dans la création des sites internet. On a Ferdi qui vend de la friperie, oui. Serena qui vend des poudres indiennes pour les cheveux et accessoires. Florent fait dans la prestation de services en Chine. Alain fait dans la brocante des pneus et les véhicules d'importation. Alors, il y a Lionel qui fait dans la vente d'accessoires téléphoniques. Belmont, infirmier en Allemagne. L'épicerie fait dans la drogue. Voilà un gars qui connaît ce qu'il veut sur cette terre. Herman fait dans la vente du matériel de plomberie industrielle et domestique. On a Romary qui fait dans le développement d'applications web. Il y a Dubonheur qui fait dans la vente de formation en ligne. Michael dans la télécommunication. Ensuite, on a Vané qui fait dans la vente en ligne des accessoires et pain pour femmes et enfants. Jonathan, il cherche une activité, il est fonctionnaire. Wesley, je veux me lancer dans la production du savon et des craies scolaires. Magloire fait dans l'énergie solaire. Il y a Aruna qui fait dans le mobile money, cosmétique, vente d'appareils et accessoires. Désiré Kaboré, consultant en création d'entreprise depuis le Burkina Faso. Ensuite, il y a le roi qui fait dans la vente des... je suppose qu'il voulait dire des portables. D'accord, ça me rassure, ça me rassure. Vraiment, la plupart des personnes qui sont connectées actuellement ont un business, ce qui est magnifique en soi. Ça me permet de savoir que je suis en train de donner les idées clés de business qui marchent aux gens qui ont déjà des business, donc qui ne vont pas poser des questions rhétoriques, qui vont pouvoir comprendre beaucoup plus rapidement ce qu'on va expliquer. Donc ça, c'était la première question. Il était question de savoir si vous avez déjà des business que vous êtes en train de développer. C'est vrai qu'il y a certains aussi qui sont en train de chercher des idées de business qui marchent. Heureusement, ils auront l'opportunité d'avoir, durant ce direct, des idées qui marchent à 100%. Donc, ils n'auront pas besoin de se casser la tête pour essayer d'abord des choses, pour voir ce qui pourra marcher ou pas. Donc, ceux qui n'ont pas encore de business, c'est magnifique. Vous aurez des business qui marchent à 100%. Ceux qui ont déjà démarré, on va voir quelques astuces pour que leur business commence à fonctionner à 100%. Donc, vraiment, tout le monde sera satisfait, que ce soit ceux qui sont déjà dans des business ou ceux qui ne se sont pas encore lancés. Chacun va trouver son compte. C'est quand même tous les 11 ans qu'un événement pareil se produit. Donc, il est obligatoire que chacun soit satisfait à la fin. Alors, je vais poser une deuxième question. Deuxième question. Ça, c'est une question qui est adressée à ceux qui ont déjà un business. Vous travaillez avec combien de personnes, y compris vous? Pour développer votre business, vous travaillez avec combien de personnes, y compris vous-même? Vous mentionnez en commentaire. Ça veut dire, si vous avez 2 personnes avec qui vous travaillez, y compris vous, ça fait 3, vous mentionnez 3 personnes. Si c'est 4 personnes. Si c'est 10 personnes. Donc, je veux savoir le nombre de personnes qui contribuent au développement de votre business. Si vous êtes seul, vous mettez aussi que vous êtes seul, tout simplement. Ne dites pas personne, parce que ça ne peut pas être personne, puisque vous êtes une personne. Donc, s'il n'y a pas d'autres personnes que vous, ça veut dire que vous êtes seul, c'est-à-dire une personne. Si en plus de vous, il y a 4 personnes, ça fait 5 personnes. Si vous êtes seul, ça fait une personne. D'accord, on a Chris, 3 personnes. Ange, seul. Oui, je parle d'employés directs. Employés directs, ça veut dire les personnes qui contribuent directement au développement de votre business. Donc, j'ai envie de dire même les personnes qui sont indispensables au développement de votre business. Je ne parle pas encore de personnes accessoires qu'on peut changer même ce soir si leur tête vous énerve. Donc, les personnes qui, au quotidien,
contribuent directement au développement de votre business. Ces personnes sont au nombre de combien? Alors, on a Abigail, 10 personnes, y compris lui. Brice, 3 personnes. Valérie, il est seul. Viviane, seul. Jonathan, 3 personnes. Moïse, 1 personne, c'est-à-dire lui-même, certainement. Pouera, seul. Kamba Sidiki, 2 personnes. Famena, j'ai travaillé seul. Quand tu dis j'ai travaillé, ça veut dire que le business s'est arrêté ou ça continue? Rosie, 3 personnes. Shalom, 13 personnes. John, 1 personne et elle, ça veut dire 2 personnes. Scott, 2 personnes. Edwige, 5 personnes, mais par commission, d'accord. Nancy Angolo, 3 personnes. Inès seul. Rodrigue Janvier, 3 personnes. Giresse, nous sommes maintenant au nombre de 15, d'accord. Valides, 6 personnes. Santiago, 400 personnes. Milléran, 3 personnes. Fred travaille seul. Herbo, 2 personnes. Milléran, 3 personnes. D'accord. Donc la question était celle de savoir votre business que vous êtes en train de développer actuellement, combien de personnes y contribuent directement pour que le business puisse se développer, y compris vous. Milléran, 3 personnes. Sako, 3 personnes. Patrick, 5 personnes. Huguette, 2 personnes. John, 1 personne et elle-même, c'est-à-dire 2 personnes. Mérimée Cuissi, 5 personnes. Annie la Douce, 2 personnes. Iman, seul, d'accord, donc 1 personne. Loïc, 2 personnes. Diane, 3 personnes. Milléran, 3 personnes. Oui, j'ai déjà lu. Alain, 4 personnes. Willy, 3 personnes. Boris, 2 personnes. Madi, 2 personnes. Et Ben, seul. Gilles Chris, 100 personnes. Vestin, 10 personnes. Sandy, 3 personnes. Valex, 10 personnes. Ulysse, 8 personnes. D'accord, magnifique. Donc, on a un intervalle qui va des personnes qui travaillent seules à des équipes de plus de 400 personnes. La prochaine question que je vais poser est celle de savoir le business que vous êtes en train de développer actuellement. Le financement s'est fait avec votre argent propre ou alors les personnes que vous êtes en train de citer là ont aussi mis de leur argent ou alors de leurs ressources. Je vais reposer la question. Il y a par exemple des personnes qui disent il y a 2 personnes qui travaillent dans l'équipe, d'autres disent il y a 6 personnes, d'autres disent il y a 10 personnes, il y a 20 personnes. Maintenant, la prochaine question est celle de savoir le financement du projet découle de vous seul le promoteur ou alors parmi les personnes que vous avez citées, il y a certains qui ont aussi eu à y investir des ressources. Les ressources peuvent être financières, les ressources peuvent être matérielles. Ça veut dire par exemple que vous êtes dans un bureau dans lequel l'une des personnes avec qui vous travaillez a eu à contribuer en donnant par exemple des chaises, en venant par exemple avec un modem, en venant par exemple avec un ordinateur ou alors en donnant par exemple un matériel de travail. Ou alors, une des personnes avec qui vous travaillez a eu à mettre aussi de l'argent. Ça veut dire la personne a contribué en vous donnant par exemple 10 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs. Ou alors, c'est un investissement propre. C'est-à-dire, c'est vous seul qui avez eu à mettre de l'argent et vous avez donc réuni des personnes pour travailler avec vous. Mais l'investissement provient exclusivement de vous. Ou alors, il y a d'autres personnes qui ont contribué avec leurs ressources, que ce soit matériel, que ce soit en industrie, que ce soit financière, pour développer le business. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui sont en fonds propres. Alors, il y a Control Invest qui dit moi, mes partenaires et les membres de Unibrain et mon équipe, d'accord. Donc, Adjé, argent propre. Rodrigue, argent propre. Philippe,
Bon, Philippe, 2 personnes dans son équipe. Nancy Angolo, 2 tiers ont contribué de manière conséquente. La 3e, non. D'accord? Yvan, j'ai trouvé moi-même. Quand tu dis que tu as trouvé toi-même là, sois plus précis. C'est ton argent ou tu as trouvé l'argent des gens. Parce que quand tu dis j'ai trouvé moi-même, ça ne me permet pas de bien comprendre. Alors, il y a Arnold, bien sûr qu'avec mon capital propre, d'accord. Ismaël, argent propre. Georges, argent propre. Mustapha, mes propres moyens. Inès, mes propres économies. Brice, mon propre argent. Moïse, argent propre. Balilé, mon propre argent. Lionel, bon, quand il dit moi, je ne sais pas s'il répond à la 2e question ou à la 3e. Fadil, seul, je suppose qu'elle veut dire qu'elle est seule. Sauf si elle veut dire que c'est son argent seul. Il faut être plus précis. Donc, le roi, argent seul, argent propre. Jonathan, argent propre. Kassim, oui, c'est le cas. Tout vient de ma poche, d'accord. Abdul, financé par moi-même, le promoteur. Jires, je suis le seul à avoir mis de l'argent. J'ai formé les 3 autres. D'accord. Jires, notre graphiste magnifique qui fait des prouesses extraordinaires que je recommande à tout le monde. C'est lui qui a d'ailleurs créé le logo. On ne pleure pas. Merci, Jires. Alors, Oussama, mon argent au début, maintenant financement familial. Milléran, fonds propres. Karim, le financement est venu de toute notre équipe, d'accord. Olivier, une cotisation de 3 personnes, dont 2 gérants, d'accord. Banabé, mon propre argent. Landry, mon argent propre, mais le suivi est diversifié, d'accord. Koura, fonds propres. Valérie, fonds propres. Yvan, fonds propres. Milléran, fonds propres. Nancy Angolo, il peut aussi y avoir des contributions, mais de personnes autres que celles citées, ce qui n'équivaut pas à l'investissement à fonds propres. Bien évidemment, s'il y a des investisseurs, ce n'est plus fonds propres. Du moins, plus fonds propres seulement. Alors, Gasfari, mon argent. Pouera, mon argent. Patrick, nous sommes ensemble. Nous avons mis en place des ressources dont nous sommes 5 à avoir investi. D'accord. Alors, nous sommes 2 et nous avons tous les 2 contribué pour l'agriculture. D'accord. Kimberley, fonds propres. Muriette, fonds propres. Xavier, fonds propres. Alors, Valides dit, mon business n'a pas de capital parce que nous accompagnons les entreprises dans le CRM, Customer Relationship Management, et j'ai une équipe de 6 personnes. Chacun a sa machine. Mais Valides, je suppose que pour travailler, vous avez bien besoin de parfois prospecter des clients. Si vous gagnez des marchés, il faut bien réaliser ces marchés-là. Ça nécessite un investissement. Même s'il faut appeler des gens au téléphone, il faut bien mettre le crédit. S'il faut se connecter sur Internet, il faut bien mettre la connexion Internet. Tout ça, qui finance ça? Est-ce que c'est quelqu'un seul ou tout le monde y contribue? Alors, Olivia a dit 3 personnes. Mokhtar, aide d'un oncle et après j'ai remboursé. D'accord. Donc, c'était un emprunt et ensuite tu as pu rembourser. Économie personnelle pour Papy. Au départ, argent propre et là, je fonctionne maintenant avec l'argent des gens. D'accord, Yvan. Yann, pardon. Sorry, Yann plutôt. Ange Emmanuel, mes économies, puisque la crypto-monnaie, c'est un investissement. D'accord? Alors, moi, la première remarque que je fais, c'est le fait que, voilà, sur les personnes qui sont connectées et qui ont répondu, pratiquement 90% sont sous fonds propres. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont investi leurs propres économies ou alors leurs propres revenus afin de pouvoir développer l'activité. Et dès que l'activité a été développée, ces personnes ont donc recruté d'autres personnes qui contribuent donc à développer le business et qui rémunèrent donc ces personnes, soit peut-être avec un salaire ou alors avec des rémunérations fixes et variables en fonction de l'atteinte des objectifs. Donc de toutes les manières, dans l'échantillon que nous avons, la plupart des personnes sont sous fonds propres. Alors, la prochaine question que je vais poser, c'est ceux qui sont sous fonds propres, pourquoi est-ce que vous êtes sous fonds propres? Est-ce qu'il y a une raison? Parce que je suppose que si vraiment beaucoup de personnes choisissent d'être sous fonds propres, il doit y avoir une raison à ça. Donc, quelle est la raison pour laquelle vous êtes sous fonds propres? Ceux qui sont avec des associés, ceux qui sont avec des collaborateurs, ceux qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de mettre leurs ressources ensemble pour développer le business, quelle est la raison? Pourquoi vous développez le business avec l'argent d'autres personnes? Donc, ça c'est une question pour tout le monde. Ceux qui sont sous fonds propres, c'est pour quelle raison?
Est-ce qu'il y a un avantage à être sous fonds propres? Si oui, lequel? Et ceux qui travaillent avec d'autres personnes qui ont investi dans le business, c'est pour quelle raison? Alors, le pèlerin sous fonds propres parce que le projet est encore embryonnaire, d'accord? Lilian, manque de confiance. Mais pourquoi manque de confiance? Est-ce que tu peux être plus précis, s'il te plaît? Quand tu dis manque de confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Djibril depuis le Niger. Je suis dans la vente des compléments alimentaires, d'accord? Christ, sur fonds propres parce que 1. Beaucoup sont impatients. 2. Je n'aime pas rendre compte. Voilà, d'accord. Donc, Christ dit que voilà, la plupart des personnes sont impatientes et lui ne veut pas rendre compte. Donc, du coup, regarde, lui met son argent seul. Manque de mots de tête. Alors, Ulysse, j'ai pas trouvé d'investisseur ou d'associé de départ. Ah, d'accord, je comprends. Certainement, raison pour laquelle tu es sous fonds propres. Fred, l'argent de l'autre est toujours bien. D'accord. Georges, parce que moi, j'ai toujours voulu être un véritable chef. D'accord. Abdul, manque de financement. Ça veut dire que tu es en train de rechercher le financement. C'est bien ça, Abdul. Vincent, parce que mon propre argent a suffi pour le projet. D'accord. Solange, parce que je n'ai pas encore de partenaire. Ok. Amine, ensemble, c'est mieux. Obligation de résultat. D'accord. Le roi, fonds propres parce que la demande ne dépasse pas mon niveau. Ok. Ulysse, j'ai pas trouvé d'investisseur ou d'associé de départ. Evrard, les financements de banque sont longs et demandent des preuves garanties que nous jeunes n'avons pas. D'accord. Koura, j'ai peur de prendre le risque. Je ne comprends pas très bien. Quand tu dis que tu as peur de prendre le risque, ça veut dire que quand tu es sous fonds propres, il n'y a pas de risque? Ou alors, qu'est-ce que tu veux expliquer exactement? Landry, moi je suis sous fonds propres parce que le projet, il me faut le maîtriser avant de faire appel aux gens. D'accord. Classe, fonds propres parce que mon investissement ne nécessitait pas beaucoup de ressources. D'accord. Patrick, parce que nous avons compris que des actionnaires et des investisseurs actuellement sont attirés par les actions déjà accomplies sur le terrain. C'est pourquoi nous avons choisi faire mieux d'abord avec nos propres ressources. Ok. Kassim, mais actuellement sur le projet de l'usine de fabrication de savon liquide solide en poudre et eau de javel, je cherche des partenaires pour un financement et j'ai 12 000 mètres carrés. Nancy Angolo, nous étions à une seconde phase de croissance qui nécessitait d'ouvrir le capital pour avancer plus vite et partager aussi le risque. Alors, le maire, pour être un leader, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis pour être un leader, est-ce que tu peux être plus précis, s'il te plaît? Rosie, pour ne pas avoir les problèmes après. Ça veut dire que quand tu mets ton propre argent, il n'y a pas de problème après? Ou ça se passe comment? John, personne qui peut s'associer avec lui. C'est les débuts fonds propres, d'accord. Les partenaires ne croyaient pas au projet de fabrication de vin et jus et produits cosmétiques. D'accord, je comprends certainement raison pour laquelle tu es sous fonds propres pour le moment. Karim, je n'aime pas réussir seul. Waouh, ça c'est, tu es comme Jésus de Nazareth là. Tu es le sauveur de l'humanité, tu veux sauver le peuple. Magnifique. Alors, Zunki, ou plutôt le maire, pour être leader. Henriette, parce que c'est mon concept que je développe. D'accord? Gando, qui dit en recherche de partenaires. Zonlia, qui dit investissement commun pour partager le risque. D'accord? Wesley, ensemble c'est super. Mais pourquoi c'est super? C'est ça qu'on veut savoir. Brice, sous fonds propres parce qu'au début j'étais seul. Ok. Arnold, je n'ai pas eu un associé qui a partagé ma vision. Je suppose que c'est ce que tu veux dire. Famena, pas de confiance. Bon, quand tu dis pas de confiance, c'est qui n'a pas de confiance envers qui? Gilles Christ, le business du MLM marche toujours grâce aux autres. Tiffany, tontine et emprunt pour utiliser le fait levier. D'accord. Valérie, fonds propres parce que je viens de commencer et je ne veux pas gérer seul pour le moment. Et je ne veux gérer seul pour le moment. D'accord. Baron, je suis sous fonds propres parce que ça facilite les prises de décision. Surtout que l'entreprise est plus ou moins en phase embryonnaire. D'accord. Clara, j'ai fait une formation en agro-pastoral et j'aimerais avoir une idée de business à entreprendre.
Bon, on a une question qu'on a posée certainement. Tu es nouvelle dans le direct. Juste parce que le projet n'a pas encore décollé. Du coup, je ne veux pas que des personnes investissent. Pourtant, je ne suis pas sûr de les rembourser. D'accord. Je travaille avec 2 personnes. La raison, c'est premièrement une quête des idées. Car dans l'équipe, chacun fait son rapport. Il y a également eu un manque de moyens. Il y a Oussama. Voilà, j'y arrive. J'ai réalisé ensuite qu'il me faut de l'argent parce que j'ai obtenu mon business model dont j'ai emprunté de l'argent. Jonathan, je n'ai pas encore trouvé un investissement ou un partenaire direct. Rosie, j'ai voulu être leader de mon entreprise. Xavier, sous fonds propres pour le moment et ensuite chercher des personnes de confiance. Pour gagner en temps, là nous c'est Sumbu. J'ai pas eu la chance d'être financé. Michael. Fabien, investissement avec une équipe de 12 personnes. Rodrigue, partenaire. Les partenaires ne croyaient pas au projet de fabrication. Oui, je l'ai lu tout à l'heure. Serena, pour moi particulièrement, commencer un business avec l'argent des autres est difficile de rembourser après. Aussi, si le business ne marche pas, tu te retrouves endetté pour rien. Alors, Clarisse, fonds propres parce que je suis encore en train de tester le projet. D'accord? Borgelin, j'espère que je n'écorche pas ton prénom s'il te plaît. Parce que j'avais pas assez de moyens dès le début. Je cherche 3 personnes avec moi pour me lancer depuis Haïti. Koura, j'ai pas de certitude que ça marche. Raison pour laquelle j'ai peur de prendre de risques. D'accord, magnifique. Donc, on a donc un ensemble de raisons qui reviennent assez régulièrement. Beaucoup de personnes qui ont lancé sous fonds propres, d'une part, n'ont pas trouvé de partenaire, d'autre part, veulent pouvoir maîtriser leur business, être des leaders, pouvoir avoir une autonomie dans la gestion et pouvoir être les patrons et contrôler leur business de manière plus autonome. D'autres, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas encore d'opportunité de pouvoir trouver des personnes qui vont investir dans le business. Donc, on a plusieurs catégories. Maintenant, ceux qui ont des partenaires d'affaires, certains disent c'est pour réduire le risque. D'autres disent qu'en se mettant ensemble, c'est plus facile de pouvoir atteindre des objectifs plus évolués. Une autre catégorie que j'ai oubliée, c'est ceux qui sont sous fonds propres. Certains disent que voilà, ils n'ont pas encore maturé le projet ne fonctionne pas encore très bien, ils n'ont pas encore un business model qui fonctionne de manière optimale. Donc, ils ne veulent pas encore intégrer de nouvelles personnes dans le projet qui vont investir de l'argent au risque que ça ne fonctionne pas et qu'ils se retrouvent donc endettés inutilement. Donc, voilà un peu de manière résumée ce qui ressort des différentes réponses que la plupart des personnes donnent. Maintenant, je vais poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà eu à perdre de l'argent dans votre business? Est-ce que vous avez déjà fait un investissement et vous avez perdu? Si oui, combien? Est-ce que vous avez déjà perdu de l'argent? Ça veut dire, vous étiez en train de développer votre business, vous avez investi 300 000 francs, vous avez lancé une action et puis ça n'a pas marché, vous avez tout perdu ou perdu une partie. Si oui, combien? C'est le montant qui m'intéresse. Vous avez déjà perdu combien? Le montant le plus élevé. Quel est le montant le plus élevé que vous avez déjà perdu? Que ce soit dans votre business actuel ou dans des business passés. Quel est le montant le plus élevé que vous avez déjà perdu dans un business que vous avez démarré ou alors dans un business antérieur que vous avez eu à réaliser et qui n'a pas fonctionné? D'accord, Vincent, 500 000 francs. Conso Invest, 15 millions. Patrick, une fois j'ai perdu 570 $. Harris, 250 000 francs. Diamant, 30 000 €. Brice, 10 000 francs. Edwige, 40 000 $ dans un restaurant. Est-ce que vous avez déjà perdu de l'argent dans un business? Si oui, combien? Quel est le montant le plus élevé que vous avez déjà perdu en faisant un business? James, on est à, il faut que je calcule bien, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 200 000. Tina, on est à, je pense bien, 4 millions. Philippe, 5 millions. Gabin, 23 millions. Oui, en essayant de tester les marchés.
Là, on est à Mustapha, 1000 $. Karim, 500 000 francs dans l'agriculture. Chèque, 220 000. Larry, 280 000. Alors, Moïse, le premier investissement que j'ai fait était en 2021. J'ai fait un investissement de 120 000 francs pour la publication de mon livre qui n'a pas très bien marché. D'accord? Michael, 200 $. Georges, j'ai déjà eu à perdre 600 000 francs. On m'a volé toute ma marchandise au magasin. Quel est le montant le plus élevé que vous avez déjà perdu dans un business? Denise, 2 millions. Oui, au moins 14 millions de revenus du couple. D'ailleurs, je suis divorcé actuellement. Sorry Valérie. Sorry. Zonlia, oui, nous avons perdu à cause d'une défaillance du produit 5 millions. Gongang, 350 000. Henriette, 300 000 francs pour une participation d'un défilé qui ne m'a rien apporté. Moi, je n'ai pas encore vraiment perdu 35 000 pour Billion. Bien sûr, 3 millions pour 1000 rangs. Kanga, oui, 50% d'investissement, soit 450 000 francs. Michel, 5 millions. Christ, 1700 $. Acquisition, mais marchandises défectueuses. Rodrigue, 200 000 francs. Vestin, 9 millions environ. 3 millions. Mon meilleur a disparu avec mes taxis. Ton meilleur quoi? Ami? Sombo, je n'ai pas bien lu. Le roi, 1 million 34 000. Baron, j'ai perdu 4 millions en voulant lancer mon projet de glaçons alimentaires car je ne connaissais l'une des leçons fondamentales de la formation 1 mois pour devenir mon propre patron. Le business model n'avait pas été testé dans mon environnement. D'accord? Jacques Delin, je pense que c'est bien 1, 2, 3, 5 millions dans la vente des voitures d'occasion. Alors, on a Valides. J'ai investi 3 90 000 pour acheter la marchandise en Turquie pour le Cameroun. Jusqu'à ce jour, la marchandise n'a jamais été livrée et même mon associé est injoignable depuis 4 mois. D'accord? Lionel, j'ai perdu 100 000 francs. On m'a agressé et on a pris la marchandise. Kimberley, 320 000 francs. Faisal, je pense bien 4 millions. Classe, 6 775 000 évaporés dans l'élevage des poulets de chair. Bobby, 1500 €. Petro, 6 millions. Ma poissonnerie a pris, je suppose que tu l'as dit, a pris feu. Si j'ai bien compris. Salou, 20 000 $ dans la crypto-monnaie. Kassim, j'ai rien perdu pour l'instant car pour l'agence immobilière, j'ai acheté un terrain et construit l'agence pour une valeur de 20 000 €. D'accord. Ok, au moins j'ai quelque chose qui me rassure. C'est le fait que la plupart des personnes qui sont connectées et qui sont en train de développer un business ont déjà perdu de l'argent. Ça, c'est la caractéristique standard de tous ceux qui font les affaires. Si vous rencontrez quelqu'un qui fait des affaires, qui fait des business, qui est entrepreneur et qui vous dit que je n'ai jamais perdu d'argent, je n'ai jamais échoué dans un business, soit c'est parce qu'il est au début ou alors vraiment il vous raconte des balivernes. Donc la question était juste pour me rassurer que j'ai face à moi des personnes normales. Donc moi je vais vous demander d'applaudir. L'applaudir pour vous-même. Tous ceux qui ont déjà perdu de l'argent doivent applaudir pour eux-mêmes. Parce que perdre de l'argent, c'est normal. C'est la procédure normale lorsqu'on fait un business. Lorsqu'on fait des affaires, on va toujours, à un moment donné, perdre de l'argent. On ne peut pas y échapper. Il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune astuce. Il n'y a aucune formation. Il n'y a aucun conseil. Il n'y a aucune stratégie qui permet d'éviter de perdre de l'argent. Ça n'existe pas. Donc, si quelqu'un vous dit, je vais vous donner un conseil qui va vous permettre de ne plus perdre de l'argent, c'est quelqu'un qui... Il faut lui donner une gifle en fait.
Parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas un moyen d'éviter de perdre de l'argent. Il n'y a pas une stratégie qui permet de ne pas perdre de l'argent lorsqu'on fait un business. Et on peut perdre de l'argent de tellement de manières différentes. Et c'est parce qu'il y a tellement de manières différentes de perdre de l'argent qu'on ne peut donc pas éviter ça. Tu peux investir, tu achètes de la marchandise, tu mets dans une boutique, tu rentres à la maison, la boutique prend feu. Tu ne peux pas empêcher qu'il y ait des incendies. Tu vois, il n'y a pas un conseil qui permet d'éviter les incendies. Ça n'existe pas. Tu peux acheter la marchandise, tu mets dans une boutique, tu as un de tes employés qui vole la marchandise. On ne peut pas empêcher le vol. C'est impossible. Il n'y a aucune stratégie qui permet d'éviter le vol à 100%. Ça n'existe pas. Tu peux acheter un produit, tu viens sur un marché et il y a un problème qui se pose sur ce marché et le produit n'arrive plus à se vendre normalement. Et les problèmes peuvent être de tellement de nature différentes. Ça peut être la Covid, comme c'était le cas en 2019-2020, qui fait que le produit que tu as acheté ne se vend plus. Ou alors, tu développes un business dans l'événementiel, on te dit qu'on ne fait plus d'événements. Est-ce que c'est toi qui as créé la Covid? C'est pas toi qui as créé la Covid, c'est pas toi qui a voté cette loi ou qui a eu à mettre en place cette loi qui fait en sorte que tu ne peux plus faire d'événements. C'est ce qu'on appelle en entrepreneuriat des contingences externes. Ça ne dépend pas de toi. Comme aussi, il peut y avoir des contingences internes. Ça veut dire qu'au sein de l'entreprise, il y a un manquement qui fait perdre de l'argent. Tu ne peux pas tout contrôler au point d'éviter totalement de perdre. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est la raison pour laquelle perdre est une étape normale par laquelle tout le monde passe. Donc, quand vous perdez de l'argent, ne vous dites pas que je suis malchanceux, je suis maudit. Non. Maintenant, vous pouvez aussi perdre de l'argent par ignorance. Ça peut arriver. Ça peut arriver que vous vous lancez, par exemple, dans l'achat des terrains et vous n'avez pas suffisamment de connaissances sur la procédure à suivre et vous commettez une erreur, on vous escroque. Ça peut arriver. Là, le problème était dû au fait que vous étiez ignorant. Tout ce qu'on peut faire, c'est de réduire le risque. On ne peut pas l'annuler. Parce que les techniques pour arnaquer se mettent aussi à jour. Parce que si aujourd'hui on utilisait une technique pour arnaquer, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ce ne sera pas la même technique. On va utiliser de nouvelles techniques. Parce que quand les gens commencent à comprendre une technique et commencent à se prémunir de cette technique-là, ceux qui arnaquent, eux aussi, ils se forment. Donc, eux aussi, ils se mettent à jour. Eux aussi, ils apprennent des nouvelles techniques pour arnaquer. Donc, si toi qui fais des business, si tu ne te mets pas à jour continuellement, tu vas toujours te faire arnaquer. Même le vol dans ton business, il y a des différentes techniques pour voler. Quelqu'un peut voler dans ton business, tu l'attrapes. Tu vois le mécanisme par lequel il volait. Tu te dis que c'est bon, maintenant je connais comment les gens font pour voler. On ne va plus me voler. Sauf que quand on se rend compte que tu connais déjà comment on fait pour bloquer cette manière de voler, ils vont développer une nouvelle manière de voler. Ça ne va jamais s'arrêter en fait. Ils vont trouver toujours une nouvelle technique pour voler. Donc, si toi tu passes ton temps à essayer de bloquer les gens qui volent, à essayer de faire en sorte qu'on ne vole jamais, à essayer de te rassurer que tout est sécurisé, en fait, tu es en train de perdre du temps, tout simplement. Parce que tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Je vais prendre un exemple. Supposons que tu es au Cameroun. Tu veux commander de la marchandise en Chine. Par exemple, tu veux acheter... Je vais prendre quoi? Tu vas acheter la sardine en Chine. Tu vas acheter de la sardine. Tu as vu une bonne marque de sardine en Chine qui t'intéresse. Tu vas acheter cette sardine, un conteneur de 40 pieds, par exemple. Tu te dis non, les Chinois là, c'est les voleurs. Si j'envoie l'argent, ils vont me voler. Donc, pour qu'ils ne me volent pas, il faut que j'aille là-bas en Chine moi-même. Je vais contrôler le stock moi-même avant que ça ne prenne le bateau pour arriver au Cameroun. Ok. Toi, tu te dis que on ne va pas te voler, n'est-ce pas? Tu voyages, tu vas en Chine. Déjà que pour voyager, arriver en Chine, ce sont des coûts qui augmentent déjà dans ta structure de coûts. Parce qu'il faut payer le billet d'avion, il faut payer l'hébergement, la nutrition et le temps que tu vas mettre là-bas.
Quand tu arrives là-bas, tu te diriges à l'usine, tu as peut-être quelqu'un qui te guide. Tu arrives à l'usine où on produit ces sardines-là. Quand tu arrives à l'usine, on te montre les sardines. Toi-même, tu contrôles, tu goûtes, tu achètes le pain, tu manges la sardine, tu te rassures que c'est bon. Tu vas peut-être contrôler 10 boîtes, 20 boîtes, 100 boîtes, 500 boîtes, même 1000 boîtes si tu veux. Mais la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux contrôler 20 000 boîtes? Est-ce qu'on peut contrôler vraiment 20 000 boîtes de sardines? Est-ce que tu peux prendre sardine par sardine jusqu'à ce que tu contrôles 20 000 boîtes? J'ai envie de dire que tu ne peux pas le faire. Tu vas contrôler seulement une partie. Ce qui fait qu'on peut toujours te voler sur le stock que tu ne contrôles pas. Bon, laissons même le fait. Disons même que tu as contrôlé tout. Tu as contrôlé les sardines. On t'a dit que ce sont des sardines qui sont vraiment magnifiques. Quand tu ouvres à l'intérieur, tu as 4 poissons. Comment tu fais pour vérifier que dans chaque boîte, il y a 4 poissons? Parce que tu peux avoir contrôlé 20 000. C'est vraiment bien. Tu as même pesé. Déjà que pour contrôler, c'est très difficile. Mais quand tu réceptionnes la marchandise, tu te rends compte que dans certaines boîtes, il y a un. Il y a un seul poisson, ou il y a 2 poissons, ou il y a 3 poissons. Ou alors dans certaines boîtes, il y a des poissons qui sont gâtés. Ça veut dire qu'on ne peut pas consommer. Tu ne peux pas tout contrôler. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire un business et tu contrôles tout. Le simple fait de vouloir tout contrôler, ça va faire qu'on te vole plus. Ça ne sert à rien de vouloir absolument tout contrôler. Non seulement c'est une perte de temps parce que c'est impossible, mais en deux, ça va faire comprendre aux personnes avec qui tu travailles que tu es en train de vouloir tout contrôler. Donc ça va les rendre plus futés et ça va leur permettre beaucoup plus facilement de se mettre à jour pour développer de nouvelles techniques pour voler plus facilement. Tu ne peux pas tout contrôler. Il faut retenir ça. Ça ne sert à rien de vouloir tout contrôler. C'est inutile. Inutile. Vous allez forcément toujours perdre. Jonathan, si tu es pressé, tu te déconnectes. Si tu as mis 100 francs de data, tu te déconnectes, mon frère. Ne me dis pas d'aller vite. C'est mon direct, non? Je dis ce que je veux. Je peux dire même les idées là à la fin. Je peux même ne rien dire. C'est mon direct, je dis ce que je veux. Va faire ton direct sur ta page. Si tu n'as pas assez de data, tu te déconnectes. Tu vas ailleurs. Ça marche, Jonathan Ba. Il me dit qu'on attend les opportunités. C'est toi qui dois me dire quand il doit dire les opportunités. Donc, ce que je suis en train d'expliquer depuis, tu ne te rends pas compte que c'est un processus. J'étais donc en train d'expliquer que lorsque j'ai posé la question qui est celle de savoir est-ce que vous avez déjà perdu de l'argent lorsque vous démarrez un business ou alors depuis que vous avez lancé votre business, vous vous êtes rendu compte que dans les réponses, pratiquement tout le monde avait déjà perdu de l'argent. Et j'étais en train d'expliquer que si vous n'avez pas encore perdu de l'argent dans les business que vous faites, ça veut dire que soit vous êtes au début et ça va arriver forcément, soit alors vous êtes en train de raconter des balivernes parce que c'est impossible de ne pas perdre de l'argent. Ensuite, j'étais en train de prendre certains cas de figure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'expliquais le fait que c'est totalement impossible de contrôler un business. C'est impossible. Ça veut dire, dans votre business, il y aura toujours des éléments que vous ne pouvez pas contrôler et qui peuvent être à l'origine de la disparition du business. Aucun souci, Jonathan, gars, il n'y a pas de souci, gars. C'était juste une manière de te charrier un peu. On continue tranquille, mon frère. On continue tranquille. Big up. J'étais en train d'expliquer que quand vous avez votre business, il y a ce qu'on appelle les contingences internes et les contingences externes. C'est quoi les contingences? C'est en fait des paramètres que vous ne contrôlez pas ou que vous ne contrôlez pas totalement, qui dépendent de vous ou qui ne dépendent pas de vous. Je vais prendre un exemple de contingence interne. Vous lancez un business, vous investissez 1 million de francs et à l'intérieur du business, quelqu'un vole de l'argent. Ça veut dire que vous avez un de vos collaborateurs qui vole. Ça, c'est une contingence. Et rien que cette personne qui vole, ça peut faire que le business ne fonctionne pas. Sauf que, imaginez-vous, j'ai posé la question tout à l'heure qui était celle de savoir,
Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? Vous voyez, il y a certaines personnes qui disent, je travaille avec 400 personnes, je travaille avec 100 personnes, je travaille avec 10 personnes, je travaille avec 8 personnes, je travaille avec 5 personnes. Ça veut dire que l'une des 5 personnes peut voler. Les 5 personnes peuvent se mettre ensemble pour voler. Vous ne pouvez pas totalement contrôler cela. Ce qui fait donc en sorte que, voilà déjà une contingence interne qui peut faire que le business fasse faillite. Le vol. Une autre contingence interne qui peut faire en sorte que le business fasse faillite, c'est quoi? C'est la mauvaise gestion. Ça veut dire que vous pouvez investir dans un business, mais vous n'arrivez pas à bien gérer le business et le business fait faillite. C'est possible. Parce que peut-être vous ne gérez pas bien la comptabilité, parce que peut-être vous ne gérez pas bien les stocks, parce que peut-être vous ne mesurez pas bien votre rentabilité. Vous avez l'impression que vous êtes en train de faire des bénéfices alors que vous fonctionnez à perte. Et après 6 mois, 1 an, 2 ans, vous vous rendez compte que l'argent est fini. Et puis l'activité fait faillite. Là, c'est toujours une contingence interne liée à un souci de gestion, à une mauvaise gestion de l'activité. C'est toujours une contingence interne. Ça veut dire que ça se déroule à l'intérieur du business, soit à cause de vous, soit à cause d'un de vos collaborateurs, qui fait donc en sorte que le business ne se développe plus de manière harmonieuse et le business fait faillite. Une contingence interne peut être due au fait que vous êtes ignorant de certaines choses. Ça veut dire que vous vous lancez dans un business, mais vous êtes ignorant d'un certain nombre de paramètres et à cause de votre ignorance, le business fait faillite. Ça peut arriver. Ça veut dire que votre ignorance de certains éléments importants à prendre en considération dans votre business fait en sorte que vous posez de mauvaises actions et le business fait faillite. Là, c'est différent de la gestion. Vous savez que vous avez une très bonne gestion, une bonne comptabilité, vous prévoyez tout. Mais sauf que vous avez fait une mauvaise analyse du business et le business fait faillite. Ça aussi, c'est une contingence interne qui peut faire que le business ne fonctionne pas et le business échoue. Les contingences externes, ça peut être quoi? Ça peut être une nouvelle loi. Vous êtes dans votre business. Vous avez fait une bonne analyse. Vous avez une bonne gestion. Personne ne vole. Tout le monde est correct. Mais sauf que vous êtes dans un pays où on vote une nouvelle loi qui fait en sorte que votre business ne fonctionne plus. C'est ce qu'on appelle une contingence externe. Ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas vous qui votez les lois. Vous n'êtes pas député. Même si vous êtes député, les députés sont nombreux. Ils doivent se mettre ensemble pour voter les lois. Et encore que même parmi les députés, il y a des députés du parti au pouvoir, des députés de l'opposition, et ainsi de suite. Donc, on peut voter une loi qui dit que désormais, dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes, on donne l'exclusivité à un concurrent, à un de vos concurrents. Ça, c'est une contingence externe que vous ne contrôlez pas. Vous pouvez avoir votre boutique, vous avez acheté votre matériel, vous avez acheté votre marchandise, vous mettez la marchandise dans la boutique, vous avez une bonne gestion, personne ne vole, tout est nickel, l'organisation est excellente et un jour, il y a un incendie. C'est une contingence externe qu'on ne contrôle pas. Vous pouvez être un jour au volant de votre voiture avec vos collaborateurs et puis vous faites un accident. L'accident, ce n'est pas nécessairement que c'est vous qui conduisez mal. Vous pouvez être garé au bord de la route, quelqu'un vient vous cogner. C'est une contingence externe que vous ne contrôlez pas. Il y a beaucoup de paramètres comme ça qui peuvent faire en sorte que le business ne fonctionne pas. Et ces paramètres sont internes, ce qu'on appelle des contingences internes, ou externes, ce qu'on appelle des contingences externes. C'est pour ça qu'en fait, vous ne pouvez pas totalement contrôler un business. C'est impossible. C'est impossible de contrôler totalement un business. Ce n'est pas possible. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de réduire le risque. Parce que c'est possible de réduire le risque. J'ai par exemple pris l'exemple tout à l'heure. Si vous êtes ignorant de certaines informations dans votre domaine d'activité, pour réduire le risque, vous pouvez vous former. C'est à ça que servent les formations. Ça veut dire que si vous êtes ignorant de comment on gère un business, vous pouvez vous former en gestion. Si vous êtes ignorant de comment on gère la comptabilité, vous pouvez vous former en comptabilité. Si vous êtes ignorant de comment est-ce qu'on fait un plan marketing, vous pouvez vous former en marketing pour élaborer un bon plan. Si vous êtes ignorant de comment est-ce qu'on vend un produit, vous pouvez vous former sur comment vendre. Si vous êtes ignorant de comment est-ce qu'on gère ses équipes, vous pouvez vous former sur comment gérer ses ressources humaines. Ça vous permet de réduire le risque.
pour éviter que l'ignorance vous pousse à commettre certaines erreurs. Mais j'ai bien dit réduire le risque. Je n'ai pas dit annuler, parce qu'on ne peut pas annuler le risque. Parce que vous ne pourriez pas être le plus intelligent qui connaît tout au point où le risque se ramène à zéro. C'est impossible. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de réduire le risque. C'est tout. Pour réduire le risque en interne, vous pouvez vous former. Pour réduire le risque en interne, vous pouvez essayer d'identifier les techniques que les gens utilisent pour voler. Le but n'est pas de faire qu'on ne vole plus. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de réduire le vol de telle sorte que ça n'empêche pas à l'entreprise de continuer de se développer. Parce que vous pouvez avoir une entreprise où les gens volent tellement au point où l'entreprise fait faillite. Maintenant, vous pouvez avoir une entreprise dans laquelle vous avez tellement mis en place des stratégies pour réduire le vol au point où les gens volent toujours, parce qu'on va toujours voler, je vous précise ça. Les gens volent toujours, mais le seuil du vol est tellement faible au point où ça n'empêche pas l'entreprise de continuer de se développer. Donc l'entreprise se développe toujours malgré ce vol parce qu'on a mis sur pied des mécanismes qui permettent de réduire au maximum le vol, mais on ne peut jamais annuler le vol jusqu'à ce que ça n'existe plus. C'est impossible. C'est impossible. Et n'essayez pas de vouloir annuler le vol jusqu'à ce que ça n'existe plus. Vous allez perdre du temps pour rien en fait. Parce que vous seriez toujours en retard par rapport à ceux qui volent. Parce que je vais vous prendre un exemple. Vous êtes dans une entreprise avec 20 employés. Pendant que vous seul, vous êtes en train de réfléchir à comment faire pour qu'on ne vole plus, les 20 employés sont en train de réfléchir en même temps sur comment faire pour voler. Vous ne pouvez pas réfléchir plus vite que 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui sont dans votre entreprise et en même temps sont en train de trouver des stratégies pour voler. Si vous essayez de faire ça, vous allez vous détourner de l'objectif qui est celui de vous concentrer sur votre marché pour gagner plus d'argent. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas mettre en place des mécanismes pour réduire le vol, non. Vous devez savoir globalement quelles sont les techniques qu'on utilise en général pour voler. Mettre en place des mécanismes dans votre manuel de procédure qui permet de réduire ce vol. Rester dynamique, c'est-à-dire de continuer de comprendre comment l'entreprise se développe, comment les collaborateurs se comportent. Pour régulièrement mettre à jour votre manuel de procédure. Régulièrement mettre à jour les stratégies qui permettent juste de réduire de manière significative le vol. Mais n'essayez pas de l'annuler, c'est inutile et ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas l'annuler en fait. Vous voyez que depuis, je vous dis réduire, diminuer. Réduire votre ignorance pour diminuer le risque. Réduire le vol pour diminuer le risque. En aucun moment, je n'ai dit annuler. Parce qu'on ne peut pas annuler. On ne peut pas ramener ça à zéro. Ça veut dire que dans les contingences internes, il y aura toujours des risques. Il y a le risque que vous soyez ignorant. Il y a le risque qu'on vole. Il y a le risque que, en interne, certains collaborateurs ne se comportent pas de manière optimale et l'entreprise ne se développe pas. Il y a le risque que vous vous lanciez dans un business que vous ne maîtrisez pas. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Et il y a tellement de risques comme ça. Et vous voyez que si on prend tous ces risques-là, on additionne ça, ça fait en sorte que le risque ne fait qu'augmenter. Même si vous vous formez pour réduire votre ignorance, même si vous réduisez le vol, il y aura toujours un risque cumulé dû à ces différents facteurs qu'on appelle des contingences internes. Si on prend maintenant les contingences externes, j'ai par exemple parlé des lois. On peut voter une loi qui fait que votre business ne marche plus. Comment vous allez faire? On peut voter une loi qui dès demain fait que votre business ne marche plus. On peut décider dès demain d'augmenter le prix de la douane alors que vous êtes un importateur. Vous importez un produit et désormais on augmente le prix de la douane pour faire venir ce produit-là. Et du coup, ça fait en sorte que le coût du produit devient tellement élevé que quand vous essayez de vendre en mettant vos marges, les gens n'achètent plus. Oui, c'est possible. Vous pouvez vendre un produit tous les jours. Il y a un concurrent qui sort un nouveau produit, plus intéressant, moins cher. Et tout le monde va vers ce nouveau produit-là. Et finalement, les gens n'achètent plus votre produit. Ça ne dépend pas de vous. Parce que ce n'est pas vous qui contrôlez les concurrents. Vous pouvez mettre sur pied un produit sur le marché. Les gens copient votre produit. Ils font le même produit à un prix plus faible et ils ont plus d'argent que vous pour toucher plus de personnes. Après, votre produit ne marche plus. Ça ne dépend pas de vous.
Puisqu'ils ont le choix de vous copier, vous ne pouvez pas empêcher qu'on vous copie. La preuve, c'est quoi? C'est que il y a ce qu'on appelle la contrefaçon. Est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait plus la contrefaçon? C'est impossible. Il y aura toujours la contrefaçon. Il y aura toujours la contrefaçon. Vous allez développer votre produit, quelqu'un achète, il voit comment c'est fait, il fait la même chose, il vend moins cher. Comment tu vas faire? Lui n'a pas dépensé l'argent pour faire les études que tu as menées. Il n'a pas une équipe de 20 personnes qui travaillent dans le département recherche et développement. Il n'a pas tout le marketing que tu as fait et dont tu as investi de l'argent depuis 10 ans. Lui, il voit juste le produit que tu viens de faire, il copie, il commence à vendre directement moins cher. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas contrôler ça. Tu ne peux pas contrôler tout ça. C'est ce qu'on appelle les contingences externes que tu ne contrôles pas. Par contre, tu peux réduire les contingences externes. C'est possible. Vous voyez que j'utilise réduire et non annuler. Tu peux réduire en quoi faisant? Si tu te rends compte que tu es dans une activité dans laquelle une loi peut faire en sorte que ton activité s'arrête, tu peux faire ce qu'on appelle du lobbying. Oui. Ça veut dire que tu peux commencer à rencontrer certaines autorités. Tu peux commencer à te rapprocher de certains députés. Tu peux te rapprocher des partis au pouvoir. Tu peux trouver le moyen de dealer avec eux. Tu peux trouver le moyen de faire en sorte qu'on vote des lois qui avantagent plutôt ton business. Il y a un budget que tu dois mettre pour ça. Ça va permettre à ce que tu puisses avoir des informations à l'avance. Si on veut mettre sur pied une loi qui peut être dangereuse pour ton business, il y a des personnes qui vont t'informer avant. Il y a des personnes qui vont te défendre. Si on veut mettre en place une stratégie pour te nuire, que ce soit sur le plan judiciaire, que ce soit sur le plan stratégique, que ce soit avec tes concurrents, tu pourras avoir des informations à l'avance. Et il faut que tu finances ça. C'est ce qu'on appelle le lobbying. Tu dois développer ton lobbying. Tu dois avoir des gens qui te protègent. Tu dois avoir des gens qui soutiennent ce que tu fais. Tu dois avoir des gens que tu consultes pour leur dire « j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de faire telle chose. Tu me recommandes de faire comment? Est-ce qu'il y a des nouvelles lois qui pourraient venir dans ce secteur d'activité? Comment est-ce que je peux me prémunir de ça ?» Il faut que tu aies des gens comme ça. Dans la justice, tu dois avoir des gens. Dans l'administration, tu dois avoir des gens. Au niveau des impôts, tu dois avoir des gens. Au niveau de la douane, tu dois avoir des gens. Au niveau des chambres hautes et basses, les députés, les sénateurs, tu dois avoir des gens. Tu dois avoir des gens partout. Même chez les concurrents, tu dois avoir des gens. Tu dois savoir ce que tes concurrents veulent faire. Tu dois savoir si tes concurrents veulent lancer un nouveau produit sur le marché. Tu dois savoir si tes concurrents ont trouvé une nouvelle stratégie de marketing, de communication qui fonctionne mieux. Tu dois savoir si tes concurrents ont trouvé un moyen de réduire le coût de production et d'avoir des marges plus importantes. Tu dois te battre pour avoir ces informations. Parce que si tu n'as pas ces informations, à cause d'eux, tu peux faire faillite. Ça veut dire que ton entreprise fonctionne très bien, mais à cause d'eux, tu fais faillite. À cause d'un concurrent qui est contre toi, il pose une action et tu fais faillite. Je vais vous prendre un exemple d'une action qui a été menée par un concurrent ici au Cameroun, mais je ne vais pas citer le nom parce que je ne veux pas créer de problème à qui que ce soit. Vous prenez votre produit, vous mettez sur le marché. Votre produit fonctionne très bien. Un de vos concurrents prend votre produit, il crée une fausse histoire sur votre produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend votre produit, il contacte des gens, et il fait en sorte que les gens là fassent des témoignages pour dire qu'ils ont consommé votre produit et ils sont tombés malades, ils sont arrivés à l'hôpital, ils sont dans le coma. Et que votre produit a tué 5 personnes. Des gens font des témoignages dessus sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils prennent votre produit, ils vont sur les réseaux sociaux, ils créent des faux profils et ils font un témoignage en disant « j'ai acheté le produit si vraiment, ça m'a donné mal au ventre, mon enfant actuellement est à l'hôpital aux urgences après avoir consommé le produit là. » Tu vois comment en commentaire, d'autres viennent dire « oui, effectivement, moi aussi j'ai consommé ça, donc toi tu as aussi eu ce problème. » Les pages commencent à relayer ça, d'autres pages publient ça, les pages qui ont une grande influence, d'autres personnes commencent à communiquer dessus, le journal fait un reportage dessus. Rien qu'une action comme ça peut faire que les gens n'achètent plus ton produit. Est-ce que c'est toi qui contrôles ça? Ce n'est pas toi qui contrôles ça. Le concurrent peut se rendre compte qu'il peut utiliser une technique pareille pour que ton produit ne fonctionne plus. Est-ce que tu peux empêcher aux gens de faire ça? Tu ne peux pas. Ça veut dire qu'en externe, il y a des risques que tu ne peux pas annuler. Parce que voilà un risque qui existe toujours. La seule chose que tu peux faire, c'est d'avoir un lobbying puissant qui te permet d'avoir certaines informations. Donc,
Dans les contingences externes, tu peux tout simplement les réduire, mais tu ne peux pas les annuler. Ça signifie quoi au final? Ça signifie que dans ton business, il y a des contingences internes qui entraînent des risques. Il y a des contingences externes qui entraînent eux aussi des risques. Donc, il y a des risques liés aux contingences internes et des risques liés aux contingences externes. Et ce sont des risques que tu ne contrôles pas totalement, donc qui ne vont jamais totalement s'annuler. En fait, ce que j'explique depuis le début, c'est juste une démonstration scientifique, mathématique, pour vous montrer que tout business a toujours un risque. Il n'existe aucun business qui n'a pas de risque. C'était ça la démonstration. Tout simple. Le but, c'était juste de vous faire comprendre que même si le business c'est dans n'importe quelle activité, il y aura toujours des contingences internes avec des risques, des contingences externes avec des risques. Point final. Je prends peut-être l'exemple de ceux qui investissent en bourse ou alors qui sont des traders. Si tu investis ton argent en bourse, c'est vrai qu'on t'a dit que pour investir, il faut te former, n'est-ce pas? Mais quand tu te formes, c'est juste pour réduire le risque, ce n'est pas pour l'annuler. Parce que tu te formes pour savoir comment investir, quand investir, quelles sont les bonnes plateformes sur lesquelles investir. Oui, c'est pour ça que tu te formes. Mais ça ne veut pas dire que quand tu as fini de te former, l'investissement que tu vas faire sera sûr à 100%. Non, parce que tu peux te tromper. C'est pour ça que ta formation même doit être dynamique, c'est-à-dire permanente. Parce qu'il y a de nouvelles plateformes qu'on crée tout le temps. Et il faut que tu te mettes à jour tout le temps. Pas pour annuler le risque, mais pour le réduire. Parce qu'en te formant tout le temps, ça te permet d'être à jour, de savoir ce qui se passe. Mais ça n'annule pas le risque. Parce que même les formations que tu fais là, qui te donne ces formations? Les informations qu'on te donne pendant ces formations, parfois, ont été produites par les plateformes dans lesquelles tu vas aller investir. Ce n'est pas toi qui as créé ces contenus. Lorsque tu vas sur un site internet pour te former, ceux qui ont écrit les informations qui sont dans ce site internet, est-ce que tu les connais? Même si tu les connais, eux-mêmes, ils ont eu à prendre ces informations quelque part. Les informations peuvent être manipulées. Donc, tu peux être en train d'apprendre quelque chose qui est faux. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un ignorant, ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien appris, mais c'est quelqu'un qui a appris des choses qui sont erronées. Tu peux apprendre beaucoup de choses, mais qui sont des choses fausses, qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, tu crois que tu as appris beaucoup de choses, mais quand tu peux investir, ça ne marche pas. Ou alors, tu apprends beaucoup de choses en 2022 et tu penses qu'avec les informations que tu as eu à apprendre en 2022, tu vas utiliser ça en 2034. Ça ne marche pas puisque les choses auront changé. C'est pour ça que tu dois te former de manière continue, sans arrêt. Et même se former de manière continue, sans arrêt, ça demande beaucoup d'investissement financier, matériel, humain. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'argent. Ça demande même d'avoir un certain niveau intellectuel pour pouvoir toujours se mettre à jour avec des informations qui sont de plus en plus techniques, avec la technologie qui ne fait qu'avancer, avec la science qui, je veux dire, qui explose tout le temps. Tu ne peux pas annuler ce risque. Même si tu te formes, le risque ne disparaît pas. Bon, maintenant, supposons même que tu t'es bien formé, tu as bien appris, tu as investi dans la bonne plateforme et la plateforme l'a fait faillite. Est-ce que ça dépend de toi? Tu as investi dans la bonne plateforme, mais un an après, la plateforme là fait faillite. Ou alors la plateforme la ferme, ou alors la plateforme là est située dans un pays où ses serveurs prennent feu. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu ne peux rien. Ou alors la plateforme là en interne, il y a un employé qui vole l'argent. Et ça fait que toi qui as investi dans cette plateforme, tu perds de l'argent à cause d'un employé d'une entreprise que tu ne connais même pas. Parce que tout ce que tu voyais, c'était sur Internet. Tu vois qu'il y a trop de risques que tu ne peux pas contrôler. Et ces risques sont internes et externes. En fait, c'était une démonstration pour que vous puissiez comprendre que tout business a des risques. Il n'existe pas un business qui n'a aucun risque. Le risque n'est pas fonction du montant que vous investissez. Ce n'est pas fonction du secteur d'activité. C'est pour ça que quand je suis souvent des gens disent la terre ne ment pas. Moi, je risque toujours. Comment tu peux dire que la terre ne ment pas? Donc, tu es devenu fou. Parce que quand on dit que la terre ne ment pas, c'est une manière de dire que dans l'agriculture, il n'y a pas de risque. L'agriculture, c'est l'un des secteurs d'activité où il y a le plus de risques. Parce qu'il y a tellement de paramètres que tu ne contrôles pas. C'est toi qui contrôles le climat. C'est toi qui contrôles s'il va pleuvoir ou s'il va faire chaud. Même si tu es sous serre, c'est toi qui contrôles le vol dans ton entreprise.
C'est toi qui contrôles le coût du produit que tu vas vendre sur le marché. C'est toi qui contrôles les lois qu'on peut voter pour interdire même la vente de ton produit. C'est toi qui contrôles les intrants. C'est toi qui contrôles les engrais. C'est toi qui contrôles la logistique. C'est toi qui contrôles le prix du carburant. Parce que le prix du carburant peut augmenter. Si le prix du carburant augmente, le prix de la logistique pour déplacer tes produits va augmenter. Si ce prix augmente, le coût du produit va augmenter. Si le coût augmente, les gens peuvent ne plus acheter parce que ça coûte plus cher. Est-ce que c'est toi qui contrôles tout ça? Est-ce que c'est toi qui contrôles les semences? Ce n'est pas toi qui contrôles les semences. Est-ce que c'est toi qui contrôles la logistique internationale? Si tu importes alors des produits, c'est même encore plus grave. Est-ce que c'est toi qui contrôles? Si tu fais les packaging de tes produits, c'est toi qui contrôles les packaging? Est-ce que c'est toi qui contrôles les premières, le plastique? Tu ne contrôles en fait rien. En fait, on veut te faire croire que tu contrôles quelque chose, tu ne contrôles rien. Donc quand je vois quelqu'un dire que la terre ne manque pas, moi je ris seulement. Je ris. La terre ne manque pas. Va investir dans la terre, non? Après, tu viens faire ton témoignage. Il n'y a aucun business qui n'a pas de risque. Il y a toujours des risques internes et des risques externes. Toujours. Ça veut dire quoi? Étant donné que tout business a un risque, est-ce qu'on comprend ce que j'explique? Est-ce qu'on comprend que tout business a un risque? Des risques internes que j'ai appelés des contingences internes et des risques externes que j'ai appelés des contingences externes. Ça veut dire que les risques sont doubles, internes et externes. Et qu'importe le business, il y a toujours ces risques internes et externes. Ça veut dire toujours qu'il y aura des risques internes et externes. Et puisque tout business a un risque que vous ne pouvez jamais annuler, l'une des techniques à utiliser pour réduire au maximum le risque, pas annuler, on ne peut pas annuler le risque. L'une des techniques pour réduire le risque, il faut envoyer les cœurs. Parce qu'il ne faut pas que le direct s'arrête encore. Envoyez les cœurs. D'accord, je vais reprendre avec ce que je disais. Puisque tout business a un risque, les risques internes et les risques externes, ça veut dire que qu'importe le business dans lequel vous allez investir de l'argent, investir du temps, investir vos ressources matérielles ou n'importe quelle autre forme de ressources, il y aura toujours des risques internes et externes. Toujours. Donc, puisque tout business a un risque, l'une des stratégies pour réduire le risque, c'est d'éviter de faire le business seul. Est-ce qu'on comprend? C'est d'éviter de faire ce business seul. Parce que lorsque tu fais ce business seul, ça veut dire donc que tu es le seul à supporter tous ces risques-là. Ça veut dire que tu es le seul à supporter tous les risques. Ça veut dire que le risque interne, c'est toi qui supportes seul. Le risque externe, c'est toi qui supportes seul. Ça veut dire que les risques internes et externes, tu seras le seul à supporter tous ces risques. Ce sera trop lourd. Ce sera fou. Ça va te rendre fou. Ça va te rendre totalement fou. Tu ne pourras pas tenir sur le long terme. Ce n'est pas possible. Parce que imagine-toi un instant. Tu fais ton business seul. Commençons par les risques internes. Ça veut dire que 1. La gestion. Tu dois pouvoir contrôler seul. 2. Les compétences à développer pour que le business fonctionne en interne. Tu dois pouvoir avoir toutes ces compétences-là seul. C'est que tu dois avoir les compétences en management, les compétences en gestion, les compétences en communication, les compétences en marketing, les compétences en vente, les compétences en lobbying, les compétences dans tous ces métiers, gestion des ressources humaines. Tout ça, tu dois avoir ces compétences seul. Autre chose, tu dois avoir des compétences pour éviter que les gens volent. Puisque tu vas faire comment?
C'est toi seul qui dois avoir ces compétences-là pour mettre des parfums pour que les gens ne volent pas. Tu dois avoir ces compétences et en plus, tu vas gérer tout ça seul. Et ce n'est pas terminé parce que là, on est seulement sur les contingences internes. En externe, le lobbying, tu dois le faire seul. Ça veut dire que toi seul, tu vas aller chercher des gens qui sont dans l'administration. Toi seul, tu vas chercher des gens qui sont dans le gouvernement. Toi seul, tu vas chercher des gens qui sont dans la justice. Toi seul, tu vas chercher des gens qui sont aux impôts. Toi seul, tu vas chercher des gens qui sont au niveau de la douane. Toi seul, tu vas chercher des gens qui sont députés, qui sont sénateurs. Tu dois le faire seul. Puisque de toutes les manières, c'est toi qui supportes tout le risque seul. Donc, tu dois identifier tous les endroits où les risques se trouvent et toi-même aller te battre pour réduire le risque. C'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. Seul. Parce que tu as décidé de faire ton business seul. Donc, tout le risque, tu le supportes aussi seul. Je sais que tu vas me dire, je gagne aussi seul. Quand je gagne gros. Quand je gagne vraiment, je ne partage pas mon argent avec les gens. Je n'ai pas de compte rendu à faire aux gens. Oui, je suis d'accord. Mais si tu as bien compris ce que j'explique depuis, tu vas te rendre compte que les risques sont énormes. En fait, les risques sont tellement énormes que la probabilité même que ton business fasse faillite demain matin est très élevée. Puisqu'il y a les risques que tu ne contrôles pas. Il y a les risques que tu ne contrôles pas. Et comme tu ne contrôles pas, qu'est-ce qui te dit qu'actuellement, il n'y a pas des gens qui sont en train de mettre sur pied une action pour que ton business ne fonctionne plus la semaine prochaine? Tu ne sais pas. Puisque tu es seul, tu ne contrôles même pas. Tu fais seulement, tu vends, tu gagnes l'argent, tu crois que c'est bien. Tu fais ton activité, tu vends, tu gagnes seul, tu crois que c'est magnifique. Un jour, quand le risque arrive, bam, tout s'écroule une fois. Et puis, tu n'as même pas vu ça venir parce que tu n'y travailles même pas. L'une des techniques pour réduire le risque au maximum, c'est d'éviter de faire des business en étant seul. Il ne faut pas travailler seul. Je sais que d'autres personnes vont me dire, si je ne peux pas faire tout ça, je peux recruter des gens qui vont le faire. Est-ce que quand tu recrutes des gens pour le faire, ça évite qu'on vole? Dis-moi. Est-ce que si tu recrutes des experts, ça veut dire que comme tu ne sais pas vendre, tu recrutes un expert en vente. Tu ne connais rien en comptabilité, tu recrutes un expert en comptabilité. Tu ne connais rien en marketing, tu recrutes un expert en marketing. Tu ne connais rien en gestion, tu recrutes un expert en gestion. Tu ne connais rien en lobbying, tu recrutes un expert qui va faire le lobbying. Tu ne connais rien en relations publiques, tu recrutes un expert en relations publiques. Ça va d'abord faire que les coûts augmentent parce que tu seras obligé de payer beaucoup de gens. Donc, ça va réduire l'argent que tu gagnes. 2, tu vas avoir face à toi des gens qui sont experts dans tellement de domaines que tu ne comprends pas. Donc, ce sera plus facile pour eux de voler. Parce que tu t'imagines si tu as un comptable qui est un expert, qui maîtrise la comptabilité, et toi, tu ne comprends rien à la comptabilité, il va voler plus facilement. Si tu as un responsable marketing qui est un expert, toi, tu ne comprends rien au marketing. S'il commet des erreurs, comment tu fais pour savoir qu'il est en train de commettre des erreurs? Il peut commettre des erreurs qui font perdre de l'argent à l'entreprise. Toi, tu ne sais même pas. Puisque toi, tu l'as recruté en croyant qu'il est trop fort, mais lui, il est en train de se tromper. Et l'entreprise fait faillite. Tu vas faire comment? Tu peux recruter un responsable de vente. Tu dis que non, toi, occupe-toi des vendeurs pour qu'ils vendent. Toi-même, tu ne connais pas vendre. Tu dis que non, c'est l'expert qui doit gérer, tu le payes. Mais s'il n'est pas performant, tu vas savoir comment. S'il ne mène pas les bonnes actions qu'il faut et l'entreprise n'arrive pas à vendre et fait faillite, l'entreprise va faire faillite malgré le fait d'avoir les experts. Donc, le fait de dire que tu vas recruter les gens, ça ne résout pas le problème. Au contraire, ça aggrave le problème. C'est pour ça que je dis toujours qu'on ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. On ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Jamais. Si tu veux déléguer la comptabilité de ton entreprise à quelqu'un, il faut au moins que tu comprennes comment la comptabilité de ton entreprise fonctionne. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir un expert en comptabilité, non, mais tu dois comprendre comment ça fonctionne pour que lorsque le comptable te fait des rapports, tu puisses comprendre les rapports qu'il fait. Si tu le laisses faire seul, tu ne comprends rien, il va voler plus facilement. Si tu veux confier les ventes de ton entreprise à quelqu'un, il faut que toi-même tu saches vendre. Parce que quand il va poser des actions qui ne sont pas optimales, tu seras capable de lui dire, mon frère, l'action que tu as posée ici, moi je trouve que ce n'est pas pertinent pour telle raison, telle raison, telle raison. C'est à lui de te démontrer pourquoi c'est pertinent et tu vas évaluer les résultats avec des indicateurs de performance. Mais si tu ne comprends rien à tout ça, si tu te dis juste que tu vas recruter les gens, tu vas les payer, ils vont plus voler. C'est tout.
Si tu délègues des tâches que tu ne comprends pas, le vol sera trop grave. Si tu délègues dans ton entreprise des tâches que tu ne comprends pas, le vol sera trop grave. Les vendeurs vont voler. Les comptables vont voler. Les managers vont voler. Ceux qui font le recouvrement de l'argent vont voler. Tout le monde va voler. Du moment où ils vont se rendre compte que tu ne comprends pas ce qu'ils font, ils vont voler. C'est tout. Surtout que tu les payes combien? Parfois, tu vas voir des patrons qui payent les 35 000, 45 000, 25 000. Tu payes quelqu'un 45 000. Chaque jour, il compte ton argent 2 millions. Il part garder. Tu lui donnes 35 000. Le mois suivant, tu coupes 2 000 sur son argent en disant qu'il est arrivé en retard. C'est toujours lui qui compte tes 50 millions. Il part garder. Tu crois qu'il ne va pas voler? Il va voler. C'est tout ce qu'il va faire. Il va trouver que le meilleur moyen de se payer, c'est de voler. Il va voler. S'il se rend compte qu'il n'arrive pas à voler seul, il va se mettre ensemble avec les autres employés pour trouver une technique pour voler. Donc ne pense pas que le fait de recruter les experts vont faire en sorte qu'on ne vole plus. Non. Donc, si tu dois donc faire tout ça seul, mais c'est que ton entreprise va faire faillite. Tu es foutu. Tu es foutu. Donc, ça c'est un message à tous ceux qui, lorsque j'ai posé la question, vous avez investi dans votre entreprise seul ou avec quelqu'un et qui disait fièrement, fonds propres, vous devez urgemment trouver une solution pour que ce ne soit plus seulement sous fonds propres. Parce que quand c'est sous fonds propres et que votre entreprise dépend seulement de vous parce que tout l'investissement c'est vous, ça veut dire que tous les risques là, vous êtes en train de supporter ça seul. Vous êtes en train de supporter tous les risques là seul. Parce que quand vous avez un employé qui est dans une entreprise, il sait que c'est votre entreprise, non? S'il vole et l'entreprise fait faillite, n'est-ce pas? Tu vois que ça fait quoi si ton entreprise fait faillite? Ça ne lui fait rien. Si un employé est dans ton entreprise, il travaille chaque jour. Si tu veux, tu lui donnes 25 000 de salaire, 30 000 de salaire. Quand il peut, il vole un peu. Si l'entreprise est fait faillite, il quitte de ton entreprise, il part postuler dans une autre entreprise, il travaille. Non? Tu vois que ça va lui faire quoi? Ça ne lui fait rien. Tu as perdu ton argent seul. Lui, il va aller continuer chez quelqu'un d'autre. Il va aller continuer chez quelqu'un d'autre. Il va aller continuer. Tout simplement. Il va bien voler. Ce n'est même pas l'amusement. Il va voler. Donc, tu vois quelqu'un, on lui donne 35 000 par mois. Chaque jour, il doit venir au travail à 7 heures, rentrer à 21 heures, 20 heures. Au travail, il doit manger, il doit payer le transport, il doit louer la chambre, il a sa copine. Et chaque jour, il vient au travail à l'heure, il rentre tard en étant souriant, en ayant ses 35 000 à la fin du mois. Mon frère, il a un autre moyen de se payer. Il a trouvé un autre moyen de se payer dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il est fier. Depuis 5 ans, 10 ans, il est là, il est fier. Parce qu'il sait qu'il vole. Je ne suis pas en train de dire que tous les employés sont des... Vous ne pouvez pas annuler le vol. C'est impossible. Ça veut dire que première chose à faire pour réduire le risque, je ne dois pas faire le business là seul. Non. Je ne dois pas investir seul. Non. Je ne dois pas prendre toutes mes économies pour faire le business là seul. Non. C'est trop risqué. Qu'importe le business, c'est trop risqué. Vous ne pouvez pas épargner 1 million. Trop risqué. Trop. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez pas identifier un business dans lequel il faut investir 10 millions. Vous partez dans votre compte bancaire. Vous retirez 10 millions. Et vous investissez tous les 10 millions là dans le business là. C'est une grosse erreur. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus le faire. C'est un gros risque que vous prenez. Si vous avez bien compris ce que j'explique depuis le début. Maintenant, si dans votre compte il y a 2 milliards, comprenez bien ce que j'explique. Si vous avez 2 milliards dans votre compte et vous enlevez 10 millions pour lancer un business de 10 millions seul, là ça va, il n'y a pas de problème.
Parce que je sais qu'il y a 10 milliards dans votre compte. Donc, même si les 10 millions là, ça ne marche pas, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez relancer encore d'autres business. Vous pouvez même faire un autre business de 50 millions, même de 100 millions. Parce que vous avez 5 milliards, 10 milliards dans le compte. Mais si, quand vous voyez vos économies, vous vous rendez compte que vous n'avez que 1 million, tout en tout, et le business dans lequel vous devez vous lancer, il faut 700 000. Ne prenez pas 700 000 sur les 1 million que vous avez pour lancer ce business. C'est trop risqué. Ne le faites jamais. Parce que si vous comprenez ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les contingences internes et externes, c'est extrêmement risqué. L'idéal à faire, c'est de mettre en place une stratégie pour réduire le risque. J'ai expliqué les stratégies pour réduire le risque des contingences internes, les stratégies pour réduire le risque des contingences externes tout à l'heure. Maintenant, l'une des autres stratégies que vous pouvez utiliser, si vous voyez que vous avez 1 million seulement, vous voyez un business très intéressant, mais il faut investir 700 000. Au lieu de prendre les 700 000 pour aller investir dans le business là, trouvez 6 personnes qui vont mettre 100 000 chacun. Vous aussi, vous mettez seulement 100 000. Ça veut dire que vous trouvez 6 personnes, vous leur dites, voilà, voici un business qui est intéressant que j'ai identifié. Voici comment le business fonctionne. Je sais comment ça fonctionne, donc je vais vous accompagner à le faire. Voilà les résultats que j'ai déjà obtenus avant. Mais pour faire le business, il faut 700 000. Mais moi, je n'ai que 100 000. Donc, je vais mettre mes 100 000. Je veux que chacun de vous mette aussi 100 000. On fait le business ensemble. Comme ça peut être aussi 2 personnes qui mettent 250 000. Ça fait 500 000. Et toi, tu mets 200 000. Mais il faut que tu trouves d'autres personnes qui vont investir aussi. Tu prends tes 100 000, tu mets dans la cagnotte. Eux aussi, ils mettent leur argent. Maintenant, comment ça se passe? Étant donné que toi, tu maîtrises le business, c'est toi qui vas gérer le business. Tu vas faire le budget. Tu vas dire que, ok, voici les 700 000. Sur les 700 000, le salaire que moi, je vais me payer par mois, puisque c'est moi qui travaille, c'est moi qui comprends comment le business fonctionne. Donc, il faut bien que j'ai un salaire. Voici mon salaire mensuel. Peut-être sur les 3 mois du business, je vais me payer 70 000 par mois. Ça fait déjà que on a cotisé 100 000 ensemble, mais moi, chaque mois, j'aurai 70 000 par mois. Si parmi vous 6, il y a quelqu'un qui a aussi une compétence à développer dans le business, on peut lui donner aussi un salaire par mois. Mais il faut qu'il justifie qu'il a les compétences pour le faire. On ne va pas le payer pour rien parce qu'il a cotisé, non. Donc voilà, il y a un salaire que vous avez pendant les 3 mois. Autre chose que vous allez faire, c'est que vous mettez des clauses que voilà, le business là, on va vendre des produits. Moi, quand je vais vendre les produits là, moi je veux avoir des commissions sur les ventes. Vous négociez peut-être 10% de commission. Chaque fois que vous vendez un produit, vous gagnez 10% de commission. Et maintenant, vous finissez le budget. Parce que dans le budget, il y aura des charges, il y aura beaucoup d'autres choses que vous devez acheter. Ce que vous faites donc, c'est que chaque mois, vous avez votre salaire. Chaque mois, quand vous vendez, vous avez vos 10% de commission. Ça fait que vous avez vos revenus qui consistent en votre salaire et aux dividendes que vous gagnez, du moins aux commissions que vous gagnez sur toutes les ventes. Quand les 3 mois finissent, on fait le bilan. On dit on a investi 700 000. Sur les 700 000 là, voilà les dépenses qu'on a effectuées. Dans les dépenses, il y avait les salaires, dont mon salaire. Il y avait les commissions qu'on a données aux vendeurs et tout ça. Et puis le reste qu'on a, c'est 1 million qui reste dans la caisse comme étant le bénéfice brut. Les 1 million là, on va se partager ça entre nous 7. Et pour se partager ça entre nous 7, étant donné que nous 7, on a investi à part égale, pour ce cas de figure, on va se partager seulement 1 million divisé par 7. Ça fait que chacun aura sa part. Mais moi, en plus, j'ai gagné parce que j'avais un salaire, j'avais des commissions, puisque c'est moi qui maîtrise le business et je vais mettre ça dans les clauses. Et comme c'est moi qui maîtrise le business, c'est moi qui prends les décisions sur le business, sauf un certain type de décision qui peut nécessiter que je demande l'avis des autres. Parce qu'eux aussi, ils ont investi. Donc, la seule chose que je dois faire, c'est de leur rendre compte chaque semaine, chaque mois, de comment le business avance. De leur dire quelles sont les difficultés qu'on rencontre. Si l'un d'eux a un avis à donner pour qu'on résolve une difficulté, il nous dit ce qu'il faut faire. Si c'est une prestation qu'il doit faire pour résoudre ce problème, on le paye. Parce que c'est une prestation, on doit le payer. C'est pas parce qu'il a investi que s'il travaille, on le paye pas. Non, on paye. Maintenant, il peut dire que bon, c'est ma plus-value, je n'ai pas forcément besoin qu'on me paye pour ça. Je vous recommande tel numéro, allez rencontrer tel, il va acheter les... Mais s'il fait un travail qui a une valeur et qui permet à l'entreprise de se déployer, on le paye. Toujours dans l'argent qu'on a cotisé nous tous. Donc, ce qui fait qu'au final, j'ai contribué 100 000
J'ai eu un salaire de 70 000 par mois pendant 3 mois ou 75 000 ou je ne sais pas combien, ça va dépendre du montant. J'ai gagné 10% de commission sur toutes les ventes et à la fin, on s'est encore partagé 1 million. C'est plus intéressant. Maintenant, je prends le cas de figure qui est le pire. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, je vais prendre un cas de figure qui est même le pire des cas de figure possibles. Vous vous êtes réunis 7. Chacun a mis 100 000. Ça fait 700 000. Et vous avez investi dans le business et le business n'a pas marché. Ça veut dire que vous avez perdu. La première chose, c'est que ça fait d'abord que chacun n'a perdu que 100 000. Très important. Au lieu de perdre 700 000, si vous aviez pris 700 000 sur vos 1 million seul, vous perdez, vous 7, 100 000. C'est moins douloureux de perdre 100 000 au lieu de 700 000. Donc, vous avez partagé le risque des pertes. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous qui avez initié le projet, vous n'avez pas tout perdu. Parce que dans le contrat ou dans le document, vous aviez un salaire de 70 000 par mois. Ça veut dire que le premier mois, vous avez eu 70 000 de salaire. Deuxième mois, 70 000, ça fait 140 000. Troisième mois, 70 000, ça fait 210 000. Ça veut dire que même comme le projet n'a pas marché, vous avez quand même gagné 210 000, c'est-à-dire le double de ce que vous avez investi. Est-ce qu'on comprend? Supposons que vous avez mis la clause où vous gagnez 10% de commission sur toutes les ventes et que pendant le projet, vous avez vendu pour 1 million. Ça veut dire que vous gagnez 100 000 de commission, plus les 210 000 de votre salaire. Ça fait 310 000 que vous avez gagné. Même si le projet a échoué. Parce que quand je dis que le projet a échoué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, il fallait effectuer un chiffre d'affaires de 2 millions pour que vous puissiez avoir des marges. Mais vous avez fait un chiffre d'affaires de seulement 800 000. Donc, vous avez pu avoir le nécessaire pour payer au moins votre salaire pendant 3 mois. Vous avez eu le nécessaire pour pouvoir gagner certaines commissions sur les petites ventes qui ont été effectuées. Mais le reste n'est pas suffisant pour pouvoir couvrir toutes les charges et tout le reste. Donc, vous avez perdu, mais vous avez quand même gagné. Vous avez quand même gagné. Tous ceux qui se sont impliqués dans le projet vont gagner d'une part ou d'une autre. Alors que si vous aviez investi vos 700 000 seuls, qu'est-ce que vous aurez fait de l'argent? Vous aurez payé les salaires des gens, vous auriez acheté le produit, la matière première, acheté tout. Si ça ne marche pas au final, vous aurez tout perdu aussi seul. Peut-être vous auriez aussi pu vous payer un salaire à la fin du mois, mais ce sera difficile pour vous de vous payer le salaire en sachant que le business peut-être n'est pas en train de fonctionner. Je ne suis pas en train de dire que dans le premier cas de figure, vous ne pouvez pas à un moment donné stopper votre salaire si ça devient une charge trop lourde. C'est possible parce que vous devez aussi assumer le risque avec les autres. C'est pour dire que même si vous perdez tout, vous n'avez perdu que 100 000. Et si vous gagnez, c'est magnifique. Parce que non seulement vous allez gagner avec les autres, mais étant impliqué dans le projet, vous allez aussi gagner parce que c'est vous qui êtes à la tâche, c'est vous qui avez les commissions, c'est vous qui avez le réseau, c'est vous qui avez la base de données de clients, ainsi de suite. Et parfois même ceux qui ont investi l'argent. Et ça, c'est ce qui est plus intéressant. Vous vous êtes mis à 7. Vous vous êtes dit, on fait le projet pendant 3 mois. Après les 3 mois, on pourra gagner chacun 120 000. C'est-à-dire 20 000 en plus des 100 000 qu'on a investi. On pourrait dire 20% de taux d'intérêt. On a mis tous ensemble 100 000. On a développé le projet pendant 3 mois. À la fin des 3 mois, ça a bien marché. On a remis à chacun 120 000. Mais vous pouvez continuer le projet seul. Oui, parce que comme chacun a eu ses 120 000, il peut se dire que bon, moi vraiment c'est bon, hein, je ne continue plus le projet. Et vous continuez le projet seul. Et tout ce que vous avez développé avec les 700 000 là, ça vous appartient maintenant seul. Les bases de données, la notoriété, le marketing, la valeur du produit sur le marché, tout ça vous appartient seul. Ou vous pouvez dire à ceux à qui vous avez donné les 120 000 là que on peut continuer le projet ensemble. Mais ce n'est pas obligé. Si vous voulez qu'on continue le projet ensemble, vous pouvez remettre les 120 000 dans la cagnotte et on continue encore sur un cycle de 3 mois. Mais si vous ne voulez pas, vous partez avec votre argent et moi je continue le projet seul. Je continue seul. Donc vous voyez qu'au début, j'ai investi seulement 100 000. Eux aussi, ils ont investi leurs 100 000. Ça a donné 700 000. On a développé le projet qui est devenu très élevé. On s'est partagé l'argent. J'ai remis l'argent de chacun. Après, je leur demande, vous voulez continuer?
S'ils veulent continuer, c'est bien. Ils mettent l'argent, on continue. S'ils ne veulent pas continuer, pas. Je continue seul. Je continue seul. Tout ce qu'on a investi avec les 700 000 là, ça m'appartient maintenant. Seul. Et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on se met ensemble pour investir. Parce que non seulement on investit peu, mais qu'on s'implique vraiment. Parce qu'il faut s'impliquer. Si vous ne vous impliquez pas dans le projet, ça ne marche pas. Parce que si vous investissez juste, vous partez vous coucher à la maison pour que ça travaille pour vous, ça ne marche pas. Mais si vous vous investissez dans le projet, ça va marcher. Parce que vous pouvez devenir un fournisseur. Supposons par exemple que c'est une entreprise qui fabrique, je ne sais pas trop quoi, les chips de plantain, comme notre entreprise Njoka. Vous pouvez dire, ok, moi je vais vous fournir le plantain. Quand vous fournissez le plantain, n'est-ce pas, on vous paye. Vous êtes un investisseur, mais quand vous fournissez le plantain, on vous paye à part parce que c'est une prestation que vous faites. Si par exemple l'entreprise a besoin d'imprimer des packaging, si vous savez le faire, vous faites la prestation, on vous paye. Pour vous payer encore à la fin du fait d'avoir investi. C'est là où c'est plus intéressant. Au lieu de prendre tous vos fonds propres pour investir seul parce que vous avez peur que vraiment les risques, machin et tout, au final, c'est vous qui perdez tout. C'est vous qui perdez. Et pour terminer, je vais vous prendre d'autres exemples. Est-ce que vous savez que même les pays prennent l'argent des gens pour développer leurs projets? Tout un pays. Par exemple, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Ça veut dire que l'État du Cameroun dit aux citoyens que nous avons des projets, nous avons besoin de 200 milliards. Donnez-nous 200 milliards, on développe le projet là et on va vous rémunérer ça. Peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. L'État du Cameroun ne prend pas toutes ses ressources pour investir dans des projets. Non. Tout l'État. Tous les pays du monde le font sur les marchés financiers. Ils vont emprunter de l'argent. Comment des pays empruntent de l'argent? Je vais même prendre un autre exemple. Vous pensez que ceux dont on dit qu'ils sont milliardaires, là, c'est-à-dire qu'on dit que quelqu'un est milliardaire, sa fortune, bon, prenons même un cas d'actualité, Elon Musk. Vous pensez que l'argent que Elon Musk a utilisé pour payer ou pour acheter Twitter, vous pensez que c'est l'argent, c'est son argent qu'il a pris d'un compte bancaire pour... Si quelqu'un pense ça, c'est qu'il est fou. Non. Vous pensez que quelqu'un aura 2 milliards dans son compte, il va enlever 1 milliard pour construire un immeuble, c'est trop bête, c'est trop idiot. Si tu veux construire un immeuble, si tu as 1 milliard dans ton compte, tu te rends compte que pour construire l'immeuble, il faut 500 millions. Tu vas à la banque, tu dis à la banque que j'ai envie de construire un immeuble. Sauf que l'immeuble c'est 500 millions, mais moi je n'ai pas 500 millions, j'ai seulement 100 millions. Comment vous pouvez m'accompagner? La banque va te dire, ok, comme tu as un apport de 100 millions, nous on peut te faire un crédit. Tu vas rembourser ça peut-être sur 5 ans à tel taux d'intérêt. Tu prends le crédit de la banque. Tu ajoutes tes 100 millions dessus, tu construis l'immeuble. L'immeuble génère des revenus peut-être en termes de loyer ou je ne sais pas trop en termes de quoi. Ça dépend de comment tu vas rentabiliser ton immeuble. Tu rembourses le crédit de la banque peut-être en 5 ans. Après les 5 ans, l'immeuble t'appartient à toi seul. Puisque la banque, tu les as déjà remboursés. Alors que si tu avais pris tout ton argent pour construire l'immeuble avec... C'est une immobilisation trop importante que tu es en train de faire. C'est une bêtise économique. Donc parfois les gens, quand ils disent que mon business c'est fonds propres, vraiment, moi je ne veux pas les gens, ils ne savent pas qu'en fait c'est une bêtise. Tu peux commencer sous fonds propres parce que peut-être ce n'est pas beaucoup ce qu'il faut investir dans le but de comprendre le business. Mais sur le long terme, tu dois absolument intégrer d'autres personnes pour réduire les risques. Tu peux faire sous fonds propres si tu as beaucoup d'argent. Là aussi c'est normal. Ça veut dire que si tu as 1 milliard, et il y a un business de 20 millions à faire. Oui, tu peux faire ce fonds propre. Non, tu n'as pas besoin forcément des gens. Encore que même ça, moi je trouve toujours que c'est une bêtise. Parce que ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu dois gaspiller l'argent. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu dois prendre des risques énormes. Non. Parce que l'avantage quand tu as même beaucoup d'argent, c'est que tu es plus crédible. Donc tu peux même faire des business sans mettre l'argent. Oui. Quand tu as beaucoup d'argent, tu es plus crédible. Donc tu peux réunir des gens dans une salle. Tu leur dis voilà un business de 100 millions qu'il y a. Mettez chacun 10 millions. On fait le business. Moi, je suis crédible. Je vais aller ouvrir les portes des banques. Je vais aller ouvrir les portes des fournisseurs. Je vais aller ouvrir les portes des clients. Je vais réussir à vendre ça. Oui. Et chaque mois, tu te payes 1 million de salaire avec leur argent. C'est possible. Si tu es riche, pourquoi tu vas mettre ton argent? C'est bête. Donc, ce n'est pas parce que tu as 20 millions dans ton compte que tu vas faire des projets à 1 million, 2 millions avec tes fonds propres. Non, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas pertinent. C'est bête. C'est bête, tout simplement. C'est bête, tout ça. Non, vraiment, moi, je n'ai pas de dette. Non, moi, je n'aime pas les crédits. Je ne veux pas dépendre des gens. J'aime travailler sous fonds propres. En fait, il ne sait pas que c'est une autre manière de dire je suis trop bête. C'est une autre façon de dire je suis bête. Hein. Ouf, vraiment, je suis quelqu'un de bête.
Tu ne peux pas être idiot à ce point. Dangote fait des levées de fonds. Dangote. Dernièrement, j'avais fait une publication dessus sur ma page. Dangote, le noir le plus... Dangote, le noir le plus riche au monde, il fait des levées de fonds. Mais la question que vous devez vous poser, c'est mais pourquoi Dangote ne peut pas prendre l'argent dans son compte, il fait son business avec seul? On dit qu'il est le plus riche, le noir le plus riche au monde. Pourquoi il ne fait pas le business avec son argent seul? C'est parce qu'il comprend tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Il est déjà crédible, il s'appelle Dangote, donc son nom a une valeur. S'il réunit des investisseurs, il leur dit, voici un projet dans lequel on peut investir 1 milliard de dollars. Les investisseurs mettent l'argent. Lui, il s'appelle Dangote, son nom déjà c'est une marque. Son nom peut permettre de faire vendre le projet. Son nom peut permettre d'avoir les clients facilement. Son nom peut permettre de rencontrer des chefs d'État pour leur permettre de valider le projet dans leur pays. Donc les autres mettent l'argent, lui met sa crédibilité pour vendre le projet et il gagne de l'argent sans investir. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible de le faire. Donc arrêtez de sacrifier votre argent en voulant faire des business seuls. Arrêtez ça. Vous êtes en train de sacrifier votre argent. Vous êtes en train de sacrifier votre temps. Vous êtes en train de sacrifier votre énergie. Vous êtes en train de sacrifier même votre avenir. Parce que quand tu fais le business seul, ça veut dire que quand tu ne seras pas là, comment le business va se gérer? Si tu meurs, tes enfants vont faire comment pour continuer à gérer le business puisque tu gérais tout seul. Le fait d'être avec d'autres personnes, c'est de mettre en place des procédures qui permettent de gérer le business de manière autonome pour que même si tu meurs, tes enfants puissent en bénéficier, tes proches puissent en bénéficier. Ou alors même toi-même, tu peux te retrouver dans une situation où tu es malade, tu es paralysé. Il faut l'argent. Tu vas faire comment? Imagine toi, tu fais le business seul. Tu as l'argent plein dans ton compte bancaire seul, donc ce n'est que toi qui peux retirer. Si un jour tu es victime d'un accident, tu es paralysé à l'hôpital, on va retirer l'argent comment? Même pour te soigner, on va faire comment? Tu faisais le business seul, non? Tu avais ton compte bancaire seul. Tu gagnais beaucoup d'argent seul. Tu gagnais tout seul. Tu mettais dans ton compte que tu contrôles seul. Chaque soir, tu regardes, oui, l'argent est entré. Tu prends ta voiture climatisée avec ton chauffeur, vous faites l'accident. Tu sors de là paralysé. Tu arrives à l'hôpital. On dit qu'il faut 3 millions. Sauf que l'argent est dans ton compte. On va retirer comment? Parfois, les gens ne savent même pas que tu as un compte bancaire où il y a l'argent. L'argent part. Parce que tu voulais tout gérer seul. Non. Il y a trop de risques à vouloir faire tout seul. C'est trop dangereux. C'est même bête. Moi, je dis que c'est bête. Parce que quand il dit dangereux, même, ça peut faire comme si c'est une bonne idée. C'est bête. Trouvez des associés. Trouvez des personnes avec qui vous allez faire des business. Trouvez des personnes qui ont des compétences pour vous empêcher de commettre certaines erreurs. Trouvez des personnes avec qui vous allez vous associer, qui vont vous aider à faire le lobbying, qui vont vous aider à faire le marketing. Et comme ils sont des parties intégrantes du projet, ils vont vouloir que le projet marche aussi. Donc, ils vont vouloir se mettre à fond pour que le projet marche. Ils vont vouloir contribuer pour que ça marche. S'ils connaissent quelqu'un qui peut faciliter un certain nombre de choses, ils vont vous recommander. Ils pourront communiquer sur le projet. Si vous êtes 10 à faire un projet, ça fait 10 personnes qui pourront communiquer dessus. Ça fait 10 personnes qui pourront recommander des clients. Ça fait 10 haut-parleurs qui vont faire en sorte que le projet se développe plus vite. Et même si les 10 ne le font pas, mais au moins ça fait 10 personnes qui permettent de réduire le risque au cas où ça ne marche pas. Ne le faites plus. Maintenant, je sais que beaucoup vont me dire, je ne sais pas où trouver ces personnes. Beaucoup vont me dire, mais Claudel, ce n'est pas facile de trouver ces personnes. Peut-être toi, c'est parce que tu as déjà développé des choses à un certain niveau. C'est pour ça que tu trouves facilement des personnes. Non, tu peux trouver ces personnes. C'est pour ça que nous avons créé un groupe qui s'appelle Unibrain. Unibrain, c'est un groupe que nous avons créé qui comporte plus de 1000 Africains à ce jour, dans lequel nous nous mettons ensemble pour faire des projets, comme le projet Ndjoka que vous connaissez, comme le projet Smart City que vous connaissez, comme la tontine structurelle africaine que vous connaissez, comme le coffret VIP que vous connaissez. C'est avec ce groupe que nous développons ce type de projet. Donc vous aussi, vous pouvez rejoindre ce groupe. Écrivez juste en commentaire, je souhaite rejoindre le groupe Unibrain. Je souhaite rejoindre le groupe Unibrain pour trouver des partenaires d'affaires, pour trouver des investisseurs, pour trouver des personnes avec qui nous allons développer des business ensemble pour réduire le risque, pour découvrir même de nouvelles opportunités d'affaires que je ne maîtrisais pas. Vous écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre Unibrain. Nous allons vous contacter et vous permettre de rejoindre notre équipe, de rejoindre notre communauté qui comporte plus de 1000 personnes. Et à l'intérieur, vous allez trouver des personnes avec qui faire des affaires.
Je pense qu'avec ce direct qui va se dérouler tous les 11 ans, vous avez compris qu'en réalité, tout business a toujours un risque interne et externe. Et ne faites jamais les business seuls parce que ça veut dire que vous êtes en train d'assumer ces risques tout seul, ce qui est trop risqué. Si même les États prennent l'argent des citoyens pour faire des projets, si même les milliardaires prennent l'argent d'autres personnes qui ne sont pas milliardaires comme eux pour qu'ensemble ils puissent faire des projets, ce n'est pas vous qui avez vos maigres économies qui allez prendre le peu que vous avez pour faire des projets et assumer tous les risques en étant seul. C'est trop risqué et sur le plan économique, ce n'est pas pertinent. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.